413e émission, 13e saison, on refait le Mac est de retour au moment où Tim Cook célèbre ses 10 ans à la tête d'Apple. L'occasion de porter un regard sur le bilan du successeur de Steve Jobs. Retour sur le parcours atypique de l'actuel patron de la firme de Cupertino, ses faits d'armes, ses forces et ses faiblesses. Quel successeur potentiel? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre déjà 13e saison comme le temps passe. Merci infiniment pour votre fidélité. Un grand merci également à toutes les équipes du Village by CA, cette magnifique pépinière de start-up installée ici au cœur de Paris, rue de la Boétie, et qui nous accueille chaque semaine pour On refait le Mac en attendant l'aménagement de nos futurs studios. Avant de retrouver notre équipe de chroniqueurs qui nous attend sur la place du village, un grand bonjour à vous qui nous regardez désormais sur Twitch. Et oui, tous les vendredis, vous nous retrouvez également sur Twitch à partir de 17h en direct, en plus de nos canaux habituels. YouTube, podcast d'Apple en version audio et vidéo, et bien sûr Spotify, Deezer et TuneIn. Le Mac. Avec comme chroniqueur cette semaine à mes côtés ici dans le salon du Village by CA, monsieur Stéphane Zibi de Ionisix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour Laurent, bonjour Didier, bonjour à tous. Bienvenue donc au Village by CA, bel endroit. Très bel endroit, j'ai la verdure devant moi, je suis ravi. En plateau également, Laurent Patanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs, bonjour l'équipe, bonjour la tech, bonjour tout le monde. Voilà, on a fait le plein d'énergie durant ces 2 mois et lui, il a fait le plein de Tesla durant ces 2 mois. C'est monsieur Didier Policani de Mac Forever en duplex de Lausanne. Bonjour Didier. Salut Olivier. Et c'est pas fini parce que je vais tester encore plein de voitures électriques super cool à la rentrée. Vous n'avez pas fini de me voir dans des bagnoles. Bon, ça va être voiture électrique forever. Hein. Ça fait peut-être plus rêver que Tim Cook. Enfin, on va en parler ce soir. Bon, on va en parler pendant 1 heure. Donc, on enchaîne avec quelque chose qui fait rêver. C'est l'œuvre de Tim Cook. Après 10 ans aux commandes d'Apple, êtes-vous satisfait de l'action menée par Tim Cook en tant que PDG? C'était la question qu'on vous a posée sur Twitter, notre sondage de la semaine sur le compte Twitter d'ORLM.tv. Et vous étiez 78,5% à répondre par l'affirmative contre 21,5% non. On l'avait fait il y a presque 1 an et demi, souvenez-vous les amis, une émission avec Jean-Louis Gasset, l'ancien vice-président d'Apple qu'on embrasse, qui est à Palo Alto, vous n'étiez que 60% à la publicité, donc on voit que les choses ont évolué. Stéphane, moi j'ai changé de camp, moi. On va en parler. Si on regarde que l'aspect business, en tout cas, et comptable de la chose, Apple vraiment a atteint des sommets, Stéphane, en termes de business sous sa direction. Ah oui, plutôt Olivier, oui quand même, parce que là nous sommes sur une valorisation qui est aux alentours de 2500 milliards de dollars. Ouais, on met le cap très rapidement vers les 3000 milliards. Et je pense qu'on y sera bientôt, parce que ça a été créé en 1976, une entrée en bourse en 80, il a fallu attendre 42 ans pour les 1000 milliards de 2018. 2018. 1000 milliards 2018. Et là maintenant, en quelques mois, parce qu'on va compter ça en mois, on passe de 1000 milliards à 2500 milliards. En 2 ans, allez. En 2 ans, en gros, un peu de 2 ans, c'est colossal, c'est énorme. Ouais. Et donc, quand même, je pense qu'on pouvait avoir toutes les craintes au départ de Steve Jobs. Apple aurait pu disparaître, complètement exploser. Au moment où Tim Cook a pris le relais, on pouvait s'inquiéter de si la marque pouvait survivre à son fondateur. Et là, maintenant... En tout cas, en termes business, en termes business, de capitalisation boursière, c'est plutôt... J'aurais répondu oui au sondage, en tout cas. Ouais. Laurent, et ça se confirme aussi par le chiffre d'affaires d'Apple qui a littéralement explosé depuis l'arrivée de... Tout à fait. Et c'est ce qu'on avait dit sur l'émission. On a fait une émission sur ce sujet il n'y a pas 1 an et demi, comme tu le disais. Et on disait plein de choses qu'on va reprendre et on va appuyer ce qu'on disait. Mais si on prend le chiffre d'affaires et si on se focalise... Il y a la capitalisation boursière qui fait plaisir aux actionnaires. Si on prend le chiffre d'affaires, qui est quand même finalement ce que fait l'entreprise, à l'arrivée, l'entreprise est à un petit peu plus de 100 milliards de dollars, 108 et quelques pour le chiffre d'affaires 2011. Donc aujourd'hui, on est à 282 milliards et demi. Donc
allez, on va pas dire multiplié par 3, mais presque multiplié par 3 en 10 ans, quoi. Phénoménal, quoi. Je veux dire, c'était pas arrivé sous l'ère Steve Jobs, quoi. Ouais, en tout cas, il avait bien, Didier bien préparé le terrain, Steve Jobs. C'est vrai que les produits étaient là, mais Tim Cook a su vraiment fructifier, c'est le moins qu'on puisse dire pour une compagnie fruitière comme Apple, l'œuvre de Steve Jobs, Didier. Oui, Olivier, et si tu regardes un peu la répartition là, du chiffre d'affaires, tu vois que l'iPhone, c'est une grande partie du gâteau, hein. C'est Steve Jobs, évidemment, l'iPad aussi, le Mac, évidemment. Et puis après, bon, tu as tout un tas de choses. Les services, c'est vrai qu'on peut l'imputer à Tim Cook. Quelques accessoires chez Beats, chez l'Apple Watch. L'Apple TV, tu vois, c'est encore de Steve Jobs qui était un petit peu derrière. Donc c'est vrai qu'en fait, il a bien fait fructifier le gâteau, mais c'est vrai que la part de Tim Cook reste encore assez minoritaire malgré tout. Mais c'est vrai que c'est un boulot assez incroyable. Et moi, je me demande toujours ce qu'aurait fait Steve Jobs. Tu vois, est-ce qu'il aurait sorti d'autres produits ou est-ce qu'il aurait continué à faire grossir le gâteau de cette façon d'ailleurs, parce que Tim Cook a pris quand même des décisions assez forte, hein. On en parlera juste après pour faire grossir tout ça, quoi. Alors concrètement, il y a une question, regarde, d'un tweetos sur le compte Twitter d'Aurelm.tv de El Koubiak. Quelle est, selon vous, messieurs, la plus belle réussite de Tim Cook, de son mandat durant cette décade, Stéphane? C'est un truc qui se fait peut-être pas trop visible, c'est pas un produit, c'est la logistique, à mon sens, quand même. Je pense qu'on lui doit quand même... C'est un incroyable mécano-industriel qui a été établi, qui a été construit, et ça permet à Apple de proposer un nouveau modèle d'iPhone à des millions, à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde entier chaque année. Alors certes, les autres quelques jours seulement après l'annonce. Voilà, quelques jours. Donc c'est quand même l'un des rares constructeurs capables de faire ça. Et en plus avec bon, même si à la fin ça commence à s'éventer, mais on a quand même un réel secret global qui est maintenu. On a des suppositions, des rumeurs et tout, mais on aura toujours une surprise pendant la présentation de la keynote qui aura lieu dans quelques jours. Ça manque quand même un petit peu de surprise. Ouais, je pense. Mais bon, mais quand même, on peut en avoir quelques-unes, peut-être. Je sais pas, au niveau des couleurs. Avec le busomètre. Dis-moi, c'est ce qu'il faisait avant d'être CEO. C'était sa spécialité, la supply chain. C'était la supply chain. C'est ce qu'il a fait, roi. C'est ce qui. Non mais, en fait, grosso modo, il n'avait pas besoin d'être CEO pour faire ça. Non, mais grosso modo, ce que tu es en train de dire, je suis d'accord avec toi, hein, il a été exceptionnel, c'est parfait, c'est impressionnant. Non, mais c'est parfait, c'est impressionnant. Tout le monde admire la supply chain d'Apple. Mais finalement, il n'a pas besoin d'être CEO pour ça, hein. Il le faisait déjà avant, et c'est ce qui a fait qu'il arrive à ce niveau-là. Quand tu la mets au centre de ta stratégie comme Amazon ou Alibaba. Mais c'était déjà le cas. Il est monté dans Apple parce que c'était le dieu de la supply chain. Ah, oui. Il a commencé chez IBM, puis chez Compaq, puis truc. Donc c'est son parcours, c'est la supply chain. Il a un peu les fournisseurs, hein, voilà, donc on en parlera peut-être un peu après. Ouais. Et je sais pas, tu as parlé du nombre de fournisseurs, de la réduction du nombre de fournisseurs. Ah oui, c'est sûr. C'est vrai, quand on est arrivé, sa première mission que lui a confiée Steve Jobs lorsqu'il est arrivé chez Apple en 98, il faut se souvenir qu'en 97-98, quand Apple ne se portait pas Apple très bien, était moribond, il y avait des stocks qui prenaient des milliers d'unités d'ordinateurs qui prenaient la poussière dans les entrepôts. La mission de Steve Jobs et donc derrière de Tim Cook était de rationaliser la production au maximum. Mais je te laisse raconter l'histoire. Non, l'histoire, c'est que je crois que les fournisseurs majeurs, ils étaient au nombre de 100, et il lui a dit, tu me divises ça par 4, quoi. Et ils sont descendus à 25 ou 24, quoi. Tu vois, mais quand tu sais que quand tu as 100 fournisseurs, parfois dans les 10 derniers pourcents, il y a des gars, ils font des petites choses. Quand tu descends à 24, ça veut dire que tu tires de tout, tu boulonnes de tous les côtés, quoi. Oui, et surtout, la volonté, c'était de réduire les stocks et de faire ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est pas très glamour lorsqu'on parle d'Apple, mais du flux tendu, mais ça fonctionne. Et effectivement, il fallait se souvenir à cette période-là, Didier ou Laurent ou Stéphane, que tout était disponible immédiatement parce qu'ils vendaient rien. Là, il fallait comme dans l'automobile, que presque produire sur demande. C'était aussi l'ère Internet qui faisait ça. Oui, sachant qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que Tim Cook, il passait sa vie en Chine, hein. Dans un de ses jobs, donc dans son job de logistique en amont, il passait sa vie en Chine, à sécuriser les accès aux pièces. Et quand aujourd'hui on entend, Apple a verrouillé le marché sur tel type d'écran, quand ils ont sorti l'iPod, ils avaient verrouillé l'accès au disque dur, hein. J'ai retrouvé dans mes archives, parce que j'avais fait un portrait de Tim Cook du temps où j'étais à Écriette. En moins d'un an, il est passé de 2 mois de stock à 6 jours. Ah mais
Tu vois, c'est exactement ça. Incroyable. Et quelques semaines plus tard, un peu plus d'1 an, il est passé à 2 jours de stock. Ouais. Didier, c'est assez incroyable. Au-delà, et Laurent a raison, Didier, il faisait des allers-retours sans cesse en Chine. J'ai l'impression que, et c'est plus qu'une impression, que Tim Cook a imposé à l'industrie de la tech ce modèle de l'entreprise sans usine, qui a délocalisé, qui a généralisé la délocalisation, du moins dans le secteur de la tech en Chine, et a lancé un petit peu ce modèle dans le reste de l'industrie, non ? Oui. D'ailleurs, il veut faire un peu la même chose avec la voiture. Hein. Il veut presque le faire sans usine, ce qui paraît un peu complètement fou quand tu connais l'industrie automobile. Et on a vu aussi pas mal les limites de ce modèle avec toutes les problématiques quand Trump a amené sa petite guerre contre la Chine, et que effectivement maintenant c'est plus le cas. Hein. Maintenant tu as des usines en Amérique du Sud, en Inde, donc au Brésil, et puis dans tout un tas de pays d'Asie. Donc il s'est vachement diversifié. Donc il est beaucoup moins dépendant uniquement de la Chine, même si ça reste quand même le gros. Et pour les stocks, tu vois, aujourd'hui, ce serait intéressant de savoir combien ils ont de jours de stock, parce que par exemple pour l'iPhone, quand tu vois le nombre d'iPhone qu'il faut avec toutes les pièces à l'intérieur, les puces qu'il faut produire, et effectivement, il faut en délivrer plusieurs millions le jour J. Je pense que là, ils ont des stocks quand même, c'est imposant. Oui, mais c'est le stock de lancement, c'est un stock qui est préparé pour le lancement. Ouais. Mais ça est impressionnant. Enfin, je veux dire, d'arriver sur quelques mois d'été, parce que la production, je crois, commence à peu près début juillet. Sur 2 mois, arriver à sortir 20 millions d'iPhone, c'est une prouesse inédite quand même. Bravo Tim Cook, super. Le mec, c'est un pro de la logistique. Mais par contre, moi je rejoins Laurent en disant quand même, on n'imaginait pas il y a 20 ans en posant la question quelle serait vraiment la grosse réussite du CEO d'Apple en 2021, on te répond la supply chain. C'est une tristesse terrible quand même. Hein. Mais on le voit aujourd'hui, le supply chain elle joue un rôle très important en période de pandémie. Oui, non, mais c'est à l'image du personnage aussi. Attends. Austère ? Ouais. D'accord. Non, je sais pas. Attends. Lisse ? Non. Je sais pas. Non, mais qu'importe. Vous avez compris, Laurent, il n'est pas fan. Non, je l'ai défendu l'an dernier. Il y a 1 an et demi, je l'ai défendu. Et en fait, quand on prend le recul aujourd'hui, et il se passe 2 choses. Je vais le lâcher à brûle pour point. Il y a 2 choses qui me déplaisent. La première, c'est que finalement, Apple est devenu cette espèce de boîte cotée et qui répond aux actionnaires, alors qu'en fait c'était pas le cas. Tu vois, Steve Jobs ne versait pas de dividendes, et finalement il est rentré dans le moule alors qu'en fait Apple aurait pu se permettre de faire plein d'autres choses plus originales. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que l'entreprise Apple aujourd'hui, sur un plan sociétal, sur un plan comportemental, ne me plaît plus. Et donc, si on prend les relations développeurs, c'est nul ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a un énorme décalage entre le discours marketing de la boîte, une entreprise militante, une entreprise citoyenne. On va en parler dans le Plusomètre, d'ailleurs, il y a des petites choses intéressantes qui citoyennes et le quotidien que peuvent vivre notamment les développeurs. Cette boîte devrait être exceptionnelle. Première capitalisation mondiale, une des marques les plus préférées au monde. C'est une boîte qui fait encore de super produits. C'est le cas. Oui, cette boîte devrait montrer l'exemple. Et en fait, aujourd'hui, on a le. Tu as tout à l'heure, en préparant l'émission, tu as dit les tweets, je ne sais plus lequel a dit les tweets de Tim Cook, on dirait le Daily. Je crois que c'est Didier. Les tweets, on dirait les tweets du Daily Lama. C'est exactement ça. Dalai Lama, ouais. Hein? Du Dalai Lama. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. J'ai envie d'un Elon Musk. J'ai envie d'un mec, quand il y a un problème de produit, qui disent oui, on va résoudre ce problème. J'en ai rien à foutre qui disent oh, Haïti va mal. C'est très bien qu'il le fasse. Il se comporte comme un chef d'État, en clair. Ouais, mais c'est naze. C'est pas ça qu'on veut. Bien que son chiffre d'affaires représente le chiffre d'affaires d'un pays développé, du PIB d'un pays développé. Et de certainement 50, 60 ou 70 pays, le cumul de 70 pays pauvres. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, parce que c'est vrai que je ne suis pas forcément hyper fan. Mais je reviens en forme. Hein. Non, mais c'est bien. T'es en forme. Je ne suis pas hyper fan non plus du côté personnage froid. En fait, pour l'avoir rencontré, je ne le trouve pas. En fait, il est très honnêtement... Pour en avoir longuement discuté avec des anciens d'Apple, et on pense notamment à Monsieur X, il ne faut pas croire que sous Steve Jobs, le management était plus sympathique. Ah non. C'était même certainement pire. Mais je n'ai pas dit ça. Hein, non, mais ce que je veux te dire, c'est que ça ne s'est pas dégradé sous Tim Cook. Non. Voilà. Je te dis juste que si tu prends les 2 choses marquantes, qui sont une boîte qui réussit, tu vois, une boîte qui réussit, et un mec qui paraît normal... Hein, ok, y en a qui disent, on a des tweetos qui ont dit oui, mais Steve Jobs était un génie, il n'en est pas. Peu importe, ce mec-là est normal. J'attends plus sur le plan sociétal que les 4 tweets où on aime les homosexuels et Haïti va mal. J'ai envie qu'il change le monde. Oui, il faut qu'il soit
qu'il lâche un petit peu la bride et qu'il soit un peu moins formaté. Mais on va y revenir sur son personnage, on va aller voir dans un prochain chapitre, on va essayer de comprendre sa personnalité, son parcours, parce qu'on a très peu d'informations sur Tim Cook, hein, c'est carrément... il n'y a rien. On a des kilomètres d'histoire sur tous les PDG du CAC 40. Et il y a 8 lignes sur Wikipédia sur son enfance, son adolescence et ses études. On ne sait quasiment rien de son parcours. On va essayer vous allez voir tout à l'heure, je ne fais pas du teasing, mais d'en savoir un petit peu plus. Pour revenir à la question quand même de notre tweetos, qui était quelles étaient, selon vous, les plus grandes réussites de Tim Cook, du moins de son mandat. Donc on a parlé effectivement de la logistique. Il y a quand même d'autres éléments. Tu parlais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi, Didier, les services. Souviens-toi, il y a 5-6 ans, il a dit d'ici une décade, il faudra que Apple fasse 50% de son chiffre d'affaires sur les services. Tout le monde a rigolé à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une réalité, mais le chiffre d'affaires des services, ça représente aujourd'hui 20% de l'activité d'Apple. C'est pas rien, hein. 20% de l'activité d'Apple, c'est 50 milliards de dollars. C'est c'est 2 fois plus rentable aujourd'hui que la vente de hardware, Didier. Oui, bon, alors là-dedans, tu as quand même les applis. Tu vois, qu'est-ce que serait un iPhone sans les applis? On a tous la petite alerte des 5 gigas de iCloud qui te force à prendre l'abonnement. Donc, tu es quasiment obligé de le prendre. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ces services, effectivement, ils prennent du poids. Hein, et c'est logique qu'il y ait des services aujourd'hui, avec le cloud, avec tous les besoins qu'on a. Après, cite-moi un service qui marche en dehors de l'univers Apple. C'est-à-dire quelque chose qu'il a vraiment créé en tant qu'entité de service. On pourrait citer un Netflix, tu vois, Apple TV+, par exemple. Oui. Mais Apple TV+, on ne peut pas encore parler vraiment de Netflix, parce que c'est en dehors de l'univers Apple, les gens connaissent quasiment pas. Il y a Apple Music, un petit peu, sur Android, mais je serais curieux de voir la proportion d'utilisateurs d'Android. iCloud, il n'en a pas fait un Dropbox non plus. Donc l'App Store, évidemment, il est cantonné à l'iPhone. En fait, ces services n'existent que parce que le produit, à la base, je dirais, les exigeait quelque part, tu vois. Donc oui, ces services imposés malgré Apple, c'est ça que tu veux dire. C'est pas Apple qui a imposé ces usages-là. C'est Google d'un côté, c'est Dropbox de l'autre. Apple TV+, il est offert avec la première année avec un nouveau téléphone. iCloud, c'était 5 gigas depuis longtemps. Les téléphones ont cessé de grandir, c'est resté 5 gigas. Donc je suis entièrement d'accord avec Didier, qui est comme ça. Tu pourrais te dire que proportionnellement, oui, on te pousse, mais que la personne qui fait l'effort d'acheter un téléphone qui est un peu plus cher que le reste du marché parce que de meilleure qualité, tu lui laisses une chance. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun téléphone. Tu vois, les 5 gigas, tu les as cramés en 3 vidéos et 2 photos, quoi. Ouais, Stéphane. Non, mais c'est sûr qu'il y a le service, là, c'est 50 milliards. On compare avec ce qu'on peut comparer. Par exemple, le chiffre d'affaires de Peugeot, je viens de le voir, c'est 60 milliards. C'est dingue. Voilà. J'ai tout dit, quoi. C'est-à-dire qu'on lance une activité. Mais on l'a déjà dit. Les AirPods qu'on critique tous, c'est n'importe quelle entreprise rêverait de faire le chiffre d'affaires qu'ils font juste avec les AirPods. Bien sûr. Mais en même temps, c'est la première capitalisation boursière. C'est une des boîtes qui a le plus gros chiffre d'affaires au monde. Donc heureusement qu'ils font beaucoup de chiffre d'affaires. C'est ça qu'il faut comparer. Moi, je pense tu le compares à Peugeot qui vend 4 bagnoles à 3 Français et 60 milliards de ouais, mais tu vois ce que je veux dire, il faut le ramener par opposition. Non, on va dire ça. Mais c'est vrai par contre que la capitalisation boursière de Peugeot est à ce côté. Mais passons, enfin Stellantis. Mais pour revenir au service proprement dit, tu parlais tout à l'heure d'Apple TV+, ou plutôt Didier en parlait. C'est vrai que on était habitué sur la Steve Jobs que Apple impose les usages, ou du moins les précède. Là, tu parlais du streaming avec la musique. Musique en retard, vidéo en retard. Ils étaient leaders avec iTunes. Stockage de données en retard. On a attendu combien d'années pour voir Apple Music, et encore, ils ont acheté Beats une fortune pour en faire pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que Tim Cook se donnait, entre guillemets, du temps, et qu'il ne prenait aucun risque, et qu'il avait, de par la force de son écosystème et la force de son chiffre d'affaires, la possibilité de rattraper le retard et d'étouffer la concurrence, comme il l'a fait depuis avec Spotify. Le revers de la médaille, c'est qu'il risque d'avoir, et on en parlera tout à l'heure en fin d'émission, c'est voilà, les enjeux pour la suite et pour la suite d'Apple, des procès, d'habiles positions dominantes qui risquent d'enchaîner. Mais Didier, juste un point. Moi, je me souviens, on en avait discuté il y a quelques années ensemble, au moment où Tim Cook commençait un petit peu à évoluer et à se développer. On critiquait tous Apple, et les analystes en particulier, sur le fait qu'Apple était trop dépendant de l'iPhone. Que se passerait-il si, parce qu'après tout ça peut arriver, en septembre, Apple se loupe et la génération de nouvel iPhone ne séduit pas? Il y a tout le mécano qui s'écroule. Il faut quand même noter que l'iPhone est quand même moins dépendant. Apple est moins dépendant de l'iPhone ces dernières années.
Oui, mais tu as quand même eu une sacrée inertie. Je veux dire, même s'ils plantaient 1 an d'iPhone, 2 ans d'iPhone, ce ne serait pas la catastrophe. Les services, c'est vraiment quelque chose. C'est comme le SAV de ta voiture. Tu en as besoin de toute la vie de ta voiture. Donc, il faudrait vraiment que l'iPhone se casse complètement la figure. Mais moi, je trouve tous ces services sont quand même encore très, très dépendants de l'iPhone. Ils sont presque imposés avec l'appareil, finalement. Exactement. Donc, t'enlèves l'iPhone demain, qu'est-ce qui reste? Il reste Apple TV, peut-être un petit peu d'Apple Music, mais... c'est quand même pas la folie, quoi. Là, tu vois, le Apple Music, par exemple, c'est un bon exemple. C'est quelque chose qu'ils auraient pu vraiment spreader ça sur tout, sur les amplis, sur les télés, sur tout un tas d'appareils. Et aujourd'hui, Apple Music, ils négocient des petits contrats avec les enceintes Amazon. Tu les as sur quasiment rien. Chez Tesla, t'as Spotify. Tu l'as chez Porsche. Voilà, ils ont signé chez Porsche. Là, mais là, cette année, là, c'est tout récent, tu vois. C'est un truc qui aurait dû être fait il y a 5 ans. Donc, c'est étonnant qu'il n'ait pas une stratégie, justement, sur le service qui soit beaucoup plus globale. Les gens, ils prennent pas Apple Music juste pour l'univers Apple, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus général. Moi, j'ai un ampli de salon qui est génial. J'aimerais bien avoir Apple Music dessus avec Siri, tu vois. Bien sûr, et c'est vrai que ça prend du temps, mais on a l'impression que c'est vraiment la stratégie de Tim Cook, hein, de ne pas vouloir faire les coups médiatiques comme faisait Steve Jobs et de prendre par surprise. Il glisse, il est lisse. Mais vous attendez quoi? Non, mais sérieux, vous attendez quoi? Un jour qu'il arrive et qu'il dit voilà, je vais faire des cookies au citron, je sais pas. Non, mais je sais pas. Regarde l'exemple de l'Apple Watch. Quand l'Apple Watch est arrivé, ça n'a pas été un grand succès. Le produit n'était pas fini, c'était une version alpha. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a un vrai marché autour de l'Apple Watch, 5, 6 ans, 7 ans après, et qu'aujourd'hui l'Apple Watch, ça pèse avec les accessoires, donc il faut rajouter aussi les AirPods, mais ça pèse 30 milliards aujourd'hui. C'est énorme. Sur les 9 premiers mois de l'année, donc c'est considérable. C'est plus que les ventes d'iPhone en 2010 d'Apple, à l'année. Donc ça montre quand même. Mais on peut pas. Il a quand même réussi. On peut pas comparer. On peut pas comparer 10 ans. Samsung n'a jamais réussi à s'imposer sur le créneau de la montre connectée. Okay. Qui d'autre? Ils ont racheté Fitbit. Donc la conclusion, le mec est bon en montre et en logistique. On peut pas. Voilà, je veux te dire quand même qu'il y a quand même une vision. Et cette vision, on va essayer de la comprendre ensemble. De manière générale, dans vos réactions, vous êtes tous d'accord sur le fait, et c'est très semblable à la réaction de Jeton Bajrami. Regardez sur Twitter, il manque cette patte distinctive sur les produits. Vous êtes unanime là-dessus, qui était propre à Steve Jobs. Il manque aussi une histoire racontée avec ces produits. Hein. C'est moins romanesque, et c'est très bien dit, qu'avec Steve Jobs. Une aura évidemment moins présente, il est moins charismatique. Mais économiquement, il est bien meilleur, mais plus économiste qu'artiste. C'est vrai. C'est ça. Mais le tweet suivant est très intéressant de NBKWSK. Sa vision de la synergie des produits, c'est vraiment très très fort. Le consommateur dont je fais partie a envie de tout acheter dès qu'il rentre dans l'écosystème Apple. Pour moi, c'est ça la patte Tim Cook. C'est-à-dire que on peut dire que Steve Jobs avait déjà initié cette vision d'écosystème fermé et d'utilisateurs captifs. Le PowerBook 17, quand il est sorti, il avait appelé le hub multimédia. C'était l'idée de se dire qu'ils allaient faire, tu vois, tout un écosystème de produits autour. Donc, j'entends ce que dit le Tweetos, et il a raison en partie. Il n'empêche que ça facilite les choses. Quand tu as l'iPhone qui a un aspirateur à client, tu as le public Mac. Oh, il faut se rappeler, moi je me rappelle quand j'avais mon Mac en 2003, les Mac, ils avaient la pomme à l'envers. Ils ont retourné la pomme pour que quand on soit dans un aéroport, la pomme soit visible et que ce soit distinctif. Il faut se rappeler de ça. Hein. Donc, tu te rends compte que dans les universités, il y avait ces photos qui commençaient à sortir, tu avais un PC que des Mac. Donc, à un moment donné, il y a une aspiration, le marché veut, c'est ce que veut le marché. C'est facile de réussir. Dès lors, pourquoi prendre des risques, alors, effectivement? Mais c'est ça, c'est ce que je lui reproche. Voilà. C'est que justement, il a un boulevard et il prend aucun risque. Le mec sert à rien. Il doit changer. Alors, il y a une autre réaction. Regarde, oui, Didier. Moi, je trouve que je rejoins ce que dit Laurent, mais inversement, il a bien joué la partition. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait tellement de fausses notes. Il n'a fait aucune fausse note. Il a repris l'inertie de Steve Jobs, mais plein de gens auraient pu faire vraiment des catastrophes, justement en prenant des initiatives qui n'étaient pas bonnes. Lui, il a vraiment joué la partition de Steve Jobs jusqu'au bout, en l'enrichissant. Tu sais quoi? Je me suis posé cette question. Et pourquoi Steve Jobs l'a choisi? Et je me suis dit, je pense qu'il y a 2 raisons. Je te donne. Hein, la première raison, c'est que si tu prenais quelqu'un d'autre que lui, il y avait un risque qu'il y ait un chamboulement et que la boîte disparaisse. Là, si tu veux, en prenant Tim Cook, tu sécurisais 10 années,
15 années. Et donc, du coup, on allait dire, oh, c'est Steve Jobs. Tu vois, tu maintiens le patrimoine de Steve Jobs. Et deux, Lauren, elle s'appelle Powell, la femme de Steve Jobs, elle sécurisait l'éducation de ses enfants et la fin de sa vie avec les stocks qu'elle allait récupérer. Voilà pourquoi il a choisi. En fait, il a géré sa descendance. Exactement. Alors, vous allez voir dans un instant que j'ai un peu une vision différente. Mais j'espère. Une réaction Twitter encore de Wandril. J'ai froid. Tim est un businessman quand Steve était un génie. La politique a bien changé. J'aurais tendance à préférer la stratégie d'autres marques qui innovent beaucoup plus, alors qu'Apple attend de bien maîtriser une technologie avant de l'implanter. C'est vrai, mais c'était aussi le cas du temps de Steve Jobs. C'est-à-dire que Apple a inventé le PDA avec le Newton et ils se sont plantés. Apple n'a pas inventé le smartphone. Par contre, il l'a lancé au bon moment. Et c'est vrai, par contre, qu'il y avait la technologie qui fait l'effet waouh avec le tactile. Mais on ne peut pas inventer et révolutionner un marché tous les ans, messieurs. Mais non, c'est pas ça qu'on dit. Je te donne un autre exemple. Quand l'iMac est sorti, c'était le premier ordi sans lecteur de disquette avec les ports USB exclusivement. Ce qui était fondamentalement une révolution quand tu sais que tous les ports étaient propriétaires chez Apple. Je dis, regarde aujourd'hui, tu crois pas que les iPhones devraient être en USB-C? C'est le standard du marché, c'est réversible, c'est machin. Oui. Non, mais tu peux trouver plein d'exemples, effectivement, où mais ça, c'est encore le propre d'Apple. Le port Lightning, voilà. Et le port propriétaire auparavant de l'iPod, ça a été une conception qui a été développée sur Steve Jobs. Donc, c'est pas nouveau. L'écosystème fermé, c'est la vision d'Apple. Et c'est sûr que l'iPod version 1, le port du casque était propriétaire. Ouais. Mais on pourrait dire d'une manière générale, j'en ai discuté avec un ancien responsable d'Apple, il doit être avec nous ce soir, mais il sera avec nous dans quelques semaines. Il n'y a d'autre que Pascal Cagny, qui était l'ancien vice-président d'Apple. En gros, l'idée, c'est que Tim a révolutionné Apple. Oui, il a révolutionné Apple, mais pas au niveau de la tech, pas au niveau de l'invention, mais il a révolutionné son modèle industriel. Et s'il a été, je dirais, nommé président d'Apple par Steve Jobs et par le conseil d'administration, parce qu'il a su véritablement changer Apple et en faire vraiment un champion industriel et logistique. Parce que c'était indispensable. On est d'accord là-dessus. D'un autre côté, et Pascal, lorsque je l'ai eu au téléphone, me disait, il a su conserver l'ADN, les valeurs de la marque, et il fallait se souvenir qu'au milieu des années 2010, après la mort de Steve Jobs, on parlait d'université Apple. On parlait de cette volonté de créer un endroit où effectivement on puisse faire fructifier encore une fois ces valeurs et l'ADN de la marque. Et selon Pascal, on a tendance à sous-estimer l'impact de cette université qui fait qu'aujourd'hui, l'ADN d'Apple est véritablement implanté et picousé chez tous les salariés d'Apple, si bien qu'aujourd'hui, ils ont réussi, je dirais, le All-Trick, le Grand Chelem, le Grand Chelem en matière d'intégration hardware et software, c'était le grand mantra de Steve Jobs, cette intégration hardware-software. C'est la valeur ajoutée d'Apple par rapport à tous ses concurrents. Et on l'a vu que Tim Cook a permis de matérialiser un rêve de Steve, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Mac, la puce, elle est produite, du moins conçue, par Apple. Donc ça, encore une fois, c'est au crédit de Tim Cook. Oui. De par sa puissance industrielle, c'est vrai. On peut se dire aussi que c'est c'est Steve qui a peut-être dessiné la roadmap jusqu'ici. Mais quand même, il fallait y aller. Et c'est quand même une prise de risque énorme de dire non à Intel. Hein. Croyez-moi, c'est pas facile de dire non à Intel. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord, et c'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit. Hein. Encore une fois, ça confirme. Il y a un seul point sur lequel je suis en profond désaccord. Et je le dis, je pense qu'Apple est en train de vivre quelque chose de très dur. Je pense que Tim Cook et tous ses sbires, hein, parce que il prend aucune décision, il est très conseillé, tout ça. Mais je pense qu'Apple vit un traumatisme interne en ce moment avec les employés. Et là où je suis pas d'accord avec ce qui est dit, c'est que cette espèce d'ADN, je sais pas comment tu as dit, cette espèce université Apple, cette adhésion, je peux dire que il y a pas moins loyal qu'un salarié californien. Okay, un développeur en Californie, c'est 9 mois la durée de vie. Donc 9 mois, je veux dire que quand tu parles en France de 9 mois, tu te dirais que j'aurais même pas le temps de le former pour qu'il commence à développer. Et Apple avait des taux de rétention qui étaient quand même beaucoup plus élevés, avait effectivement une adhésion à la marque, des gens qui avaient le culte du secret, toutes ces choses-là. Et là, quand tu vois ce qui est en train de se passer avec des Slack externes, avec c'est en train de se déliter. Ils ont tellement mal géré le post-Covid en Californie qu'ils sont en train de
tuer. Et ils veulent tellement que les gens soient sur l'Apple Park, ficeler, écouter, contrôler. Il est en train de faire imploser. Il est temps qu'il dégage. Alors, je pense que Didier voulait en parler pendant le busomètre. Ouais, on va en parler justement. C'est le moment du busomètre et je crois qu'on va beaucoup en parler avec Didier. Le busomètre, les rumeurs ou actus qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever, et donc c'est avec Didier Policani. Et oui Olivier, et on commence alors avec une info, écoute, c'est l'info de la semaine pour moi, c'est-à-dire que Apple va enfin t'autoriser, quand tu es développeur, à mettre un lien vers ton site pour, par exemple, t'abonner à Netflix, pour aller t'abonner à Spotify. Jusqu'à présent, les développeurs n'avaient pas le droit. Donc, soit ils passaient par l'App Store, soit ils pouvaient te mettre un login mot de passe, mais sans rien dire à l'utilisateur. Ce que faisait Netflix, ce que faisaient certains pour éviter Amazon, de passer. Voilà, Amazon et Kindle, tout. ouais. Kindle, ouais. Mais c'est vrai que c'était assez bizarre pour les utilisateurs parce que tu arrives sur Netflix, tu sais pas comment il faut te créer un compte. Et donc là, ils vont laisser les développeurs faire. Et alors, Schiller a dit c'est pour les applications de consultation. Donc ça englobe aussi la presse. Évidemment, ça inclut pas les jeux. Et c'est assez étonnant parce que bon, les jeux, évidemment, c'est ce qui rapporte le plus sur l'App Store. Mais ils n'ont pas précisé encore exactement le cadre, comment ça allait se faire. Est-ce que tu as le droit de mettre les prix sur le site, les prix sur l'App Store? Est-ce que tu as le droit de mettre des liens partout? Enfin, je pense qu'ils vont mettre quand même des restrictions. Mais c'est quand même un énorme pas. Et évidemment, l'origine de tout ça, c'est lié à une affaire au Japon, où effectivement la commission de la concurrence avait commencé à taper du poing sur la table en disant mais c'est pas normal que quand tu es Netflix, tu n'aies pas le droit de renvoyer vers ton site depuis ton application quand même. Et puis il faut que l'Europe s'intéresse aussi à la position dominante d'Apple Music. La Corée du Sud a voté quelque chose. Oui, c'est en train de... Il lâche du lest en ce moment. Oui, et je te lis quand même, je voulais te lire la déclaration de Schiller parce que je l'ai trouvé. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc il a dit nous avons un grand respect pour la Japan Fair Trade Commission et apprécions le travail que nous avons accompli ensemble qui aidera les développeurs d'applications de consultation à faciliter la configuration et la gestion de leurs applications et services par les utilisateurs tout en protégeant leur vie privée et maintenant leur confiance. Donc en fait tout ça c'est grâce à Phil Schiller qui a accepté de mettre des liens vers des sites externes. Donc ils n'ont pas pensé avant en fait. Ils ont attendu de travailler avec la Japan machin. Mais quand même, c'est garder les 30%. Qui croit à cette phrase quoi. C'est ça Didier. C'est que je souhaitais Apple, c'est que s'il y avait un lien, et s'il y avait un bouton pour s'abonner, Apple percevait sa dîme. Là, aujourd'hui, il devrait être, on va voir, possible de passer au travers. Le paradoxe de tout ça, c'est que sur le Kindle, tu as le droit d'acheter, si tu vas sur l'application Amazon sur Safari, tu as le droit de l'acheter, il arrive sur ton Kindle. Mais tu n'avais pas le droit de le faire depuis l'appli Kindle. Tu vois, c'était quand même, il y avait quand même une approche un peu schizophrène. Je me rappelle, il y a quelques années, quand je bossais pour Blue Kiwi, on a eu le problème, quand on a déposé l'application iOS, ils nous ont dit, mais votre application, elle est payante. Ouais, notre application, elle est payante, c'est un service professionnel. Mais si elle est payante, alors... on peut pas l'accepter parce que du coup, et on essayait d'expliquer que c'était un service B2B et qu'en fait on a passé des journées entières. Alors ça s'est vachement assoupli après, mais déjà dès le début ils étaient. Il va prendre les 30%, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais ils sont à ça près. Tu peux justifier effectivement d'avoir un App Store fermé, mais on va pas refaire le procès d'Apple ici pour des questions de sécurité, blablabla, etc. Mais quand tu as une dimension, on l'a vu, aussi importante qu'Apple, et tu as un contrôle finalement aussi important sur un écosystème, effectivement, tu ne peux pas te permettre d'être le centre de gravité de tout. Il faut lâcher du lest. On va voir s'ils vont aller plus loin, parce que la volonté réelle, c'est de créer des App Store alternatifs, purement et simplement. C'est ce que demande la Corée du Sud. La Corée du Sud, ce que demande encore le développeur de jeux vidéo, donc Epic notamment. Et c'est pas par hasard s'il lâche un peu de lest maintenant. On verra d'ici quelques semaines ou quelques jours, j'espère, lors de la prochaine keynote d'Apple, les déclarations de Tim Cook à ce sujet. Deuxième info, rumeur, parce qu'on s'est un peu éloigné du busomètre, Didier. Oui, alors là par contre j'ai entre guillemets des mauvaises nouvelles. On s'attendait tous à voir l'Apple Watch série 7 donc arriver aux côtés de l'iPhone 13 à la rentrée et apparemment il y aurait un peu de retard. Bon, c'est pas illogique avec tout ce qui se passe en ce moment, mais l'Apple Watch serait peut-être pas prête pour la rentrée. Donc est-ce qu'ils vont devoir attendre? C'est possible, l'Apple Watch elle pourrait sortir après l'iPhone, ce serait pas forcément un drame. Et puis les MacBook Pro aussi qui arriveraient plutôt d'ici la fin de l'automne. Donc là encore, tu vois, si tu voulais un petit MacBook Pro 14 pouces, 16 pouces, il va falloir attendre. Ouais. Et on parlait tout à l'heure de plus qu'un malaise, mais vraiment un mal-être au sein des salariés d'Apple. Ça va mal en interne au sein d'Apple aujourd'hui?
J'ai encore une petite info avant sur les produits Apple, Olivier. Tu m'as grillé mon info. Il y a l'Apple Watch Série 7 aussi, donc qui sera en retard, on l'a dit, qui n'intégrerait aucun nouveau capteur de santé. Tu te rappelles, on avait parlé de la glycémie, on avait parlé peut-être des capteurs de température. Et là encore, ce serait une mise à jour cosmétique cette année. Il n'y aurait pas forcément de nouveaux capteurs, peut-être à cause de la crise des puces d'ailleurs. Mais ce serait un peu décevant s'il n'y avait pas de fonctionnalité. Tu vois, c'était juste du design. Bon. Non, ce qui aurait potentiellement en plus une double conséquence, c'est que, alors tout le monde dit que le design pourrait se rapprocher du fameux design de l'iPhone 4, hein, c'est vrai avec les bords carrés. Donc je sais que j'ai entendu Didier pas mal s'époumoner en disant mais non, ça serait trop gros, ça rendrait plus gros parce que du coup les bords. Non, mais je pense qu'il a raison. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça risque d'avoir une double conséquence, c'est parce que si elle paraît plus grosse, qu'en plus il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, ça pourrait bloquer les gens d'y aller, tu vois, et du coup d'acheter à moindre prix celle de l'année d'avant, puisqu'ils gardent toujours un modèle d'avant. Donc ça sera intéressant de voir comment ça se passe. Enfin, moi, j'ai toujours considéré que l'Apple Watch, mais c'est en vieillissant avec la vue qui baisse, que les écrans étaient trop petits. Donc moi, si elle grandit, ça me dérange absolument pas. Du rififi en interne, je crois, Didier. Bah oui, et Laurent en parlait déjà très bien. Il y a un peu d'implosion. Ils ont mal géré cette histoire de retour au télétravail. Ils sont revenus beaucoup sur leurs décisions ces dernières semaines, mais c'est vrai que ça crie un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent du télétravail. En plus, bon, faut voir aussi la situation là-bas. On la connaît pas bien forcément d'ici, mais la Californie et surtout la Silicon Valley, c'est très très cher. Il y a des gros temps de transport. Enfin, on demande maintenant aux gens d'aller de plus en plus loin, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour les gens. Donc il y a eu aussi des phénomènes un peu locaux autour de ça. Mais dernièrement, il y a un article qui est paru sur The Verge qui m'a vraiment fait tiquer. C'était marqué « Apple se soucie de la vie privée à moins que vous ne travaillez chez Apple ». Et c'était très détaillé. Et en fait, ça, c'est des échos qu'on a depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'Apple flique énormément ses salariés. Il leur demande de s'enregistrer avec des Apple ID personnels. Donc, ils ont accès à toutes leurs conversations. Alors, on imagine que c'est pour éviter les fuites, tu vois, pour leur mettre la pression, peut-être pour les écouter. Quand tu rends ton ordinateur, donc là je cite The Verge, hein, l'employé disait qu'en fait, Apple te laissait pas l'effacer, c'est-à-dire que c'est à eux qui l'effacent, donc je ne sais pas s'ils l'effacent ou pas, etc., etc. Et du coup, c'est vrai que quand tu vois Tim Cook avec ses beaux discours d'un côté et puis de l'autre, tu as l'impression de te faire traquer jusqu'au bout quand tu es dans la boîte. Ils ont tout un système de badges, ils n'ont pas le droit de parler à leurs collègues, etc. Et c'est vrai que ça fait un peu schizo, justement. Tu as l'impression qu'on veut le bien, mais pour les autres, finalement. Et c'est amusant de voir quand tu approches un responsable d'Apple et que tu commences à discuter avec lui, qui ne sait pas que tu es journaliste, tout va bien, mais quand il apprend que les journalistes, on voit véritablement son visage se figer. C'est assez frappant. Il y a une peur. Hein, mais ça ne date pas de Tim Cook. Non, je pense que ça a toujours existé. La terreur. Non, ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, le monde, c'est là où, encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, que je ne veux pas être mécompris dans ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est pas que Tim Cook est mauvais, tout ça. Je dis juste que quand tu es à la tête de l'entreprise la plus rentable, la plus grosse capitalisation boursière, que tu as un boulevard devant toi et que tu répètes partout que ce que tu veux, c'est faire le bien, fais-le. Et évolue avec ton temps. Et tu vois, je donne juste deux infos. L'article de The Verge est vachement intéressant et franchement, c'est en anglais, mais si nos auditeurs veulent le lire ou téléspectateurs veulent le lire, il faut le lire parce que viewers veulent le lire. C'est franchement, il y a une histoire sur une employée qui avait des photos porno, qu'elle a pas pu effacer tout ça. Elle était en mode panique. Tu te rends compte jusqu'où ça va. Il y a un deuxième article qui a été publié par Snowden. Qui est tout aussi... Il est... à charge. Oui. Oui, mais ça te donne une ouverture quand même. On a tous un esprit critique, on n'est pas des moutons. On est bien d'accord. Ça vaut le coup d'être lu. Je suis d'accord avec toi. Mais simplement... Non, mais le problème c'est pas que Tim Cook. C'est-à-dire quand tu deviens une entreprise qui a la puissance d'un État, oui. C'est ça dont il s'agit. Hein. Mais c'est valable. C'est ce que je te dis. Terminer ma phrase. Quand tu as une société qui a la puissance d'un État, tu ne peux pas la contrôler comme une start-up comme le voulait Steve Jobs. Hein. C'est plus possible. Mais quand il est si haut de ce point. Et à tel point qu'aujourd'hui, quand tu dis qu'ils ne prennent pas de décision, aujourd'hui, ce qui est le plus rentable pour une entreprise de la taille d'Apple, c'est pas de vendre des ordinateurs. C'est prendre son argent, le mettre sur un compte bancaire. Et ça rapporte plus.
Et moi, une fois, j'ai rencontré un type d'Apple qui m'a dit « Je suis une société de placement boursier qui vend des ordinateurs. » Oui, bien sûr. Voilà. Mais tu parlais de Peugeot, tu parlais de Peugeot tout à l'heure. Ouais. Peugeot, c'était ou Renault. Parce qu'ils ont très peu de marge. Mais parce que c'était des boîtes où finalement, dans la discussion, quand tu discutais, que tu creusais, c'était une banque qui se sert des voitures pour vendre des crédits. Voilà. De Renault, c'était une société qui vendait des pièces détachées. Une Twingo en pièces détachées, ça coûte 200 000 €. La plus grande société immobilière au monde, c'est McDo, on le sait bien. Vendre des burgers, c'est accessoire. Oui, on sait très bien que dans les GAFAM, un de leurs business models, c'est l'optimisation fiscale. Bon, ok, mais c'est pas ça qu'on va critiquer pour autant. Pour moi, il a quand même fait quelque chose qui rend la société viable pour quelques années, hein, pas partir demain. Et donc, il est certain que là, mais on en parlera peut-être dans le futur tout à l'heure, on va parler trop vite, mais qu'il met en position la société pour que son successeur puisse prendre des risques considérables, parce que là, on est sur il ne risque plus rien. Il les a tous tués, il a dégagé tous ceux qui faisaient de l'ombre. Mais on est encore sur le pesomètre. Allez, on continue. Dernière info rumeur autour du Mac App Store, je crois encore. Oui, et on va pouvoir bâcher encore un petit peu sur le Mac App Store. Puisque, bon, là, ce sont des études, on n'a pas de vrais chiffres sur le Mac App Store, mais apparemment, le nombre d'applications proposées serait en net baisse. On était autour de 400, même en début d'année, là, on est entre 200 et 300. Ouais. Et de manière générale, c'est vrai que c'était un peu l'occasion aussi pour les médias de faire des articles un peu à charge contre le Mac App Store, qui est quand même un des plus gros échecs de Tim Cook, on peut le dire, et même de Phil Schiller, hein, qui passe plus de temps sur les circuits de course qu'à s'occuper d'Apple, j'imagine. Mais Schiller, il est plus chez Apple, il faut arrêter, il faut quand même le dire. Non, mais en fait, toute cette clique, c'est qui commencent à avoir un certain âge et qui commencent à plus être trop dans le coup quand tu les compares effectivement à des Google ou à des Microsoft qui ont vraiment rajeuni tous leurs dirigeants, c'est vrai que c'est navrant. Tu vois, le Mac App Store, pour donner un autre exemple, il n'y a pas très longtemps, il donnait des petites commissions aux sites qui relayaient les applications, qui faisaient des sélections d'applications, comme Mac Forever, comme plein d'autres de nos collègues, et ils ont coupé ça. C'est-à-dire que le Mac App Store ne marche pas, et ils te coupent même le moyen, comme ça, d'encourager finalement les gens à télécharger des applications pour récupérer les 3 petits % qu'ils te donnaient. Alors, franchement, quand tu gagnais quelques centaines d'euros par mois, c'était le bout du monde. Et ils nous retirent ça, tu vois. Alors, du coup, forcément, tu fais une sélection d'applications, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours, tu vois, dans cette stratégie un petit peu contre-productive, on essaye de tirer le maximum de ce qu'on peut. Et en fait, le Mac App Store, à l'arrivée, moi, je pense qu'ils vont te l'imposer. C'est-à-dire que quand tu es développeur aujourd'hui, déjà, il faut faire de la notarisation, t'as plein de contraintes en fait pour publier, même pour publier en dehors du Mac App Store, et il va en faire un espèce d'App Store à la fin où tout le monde sera obligé de respecter les règles. C'est un petit peu ça la logique finalement jusque boutiste si tu veux. Le Mac App Store en perdition, donc c'était la dernière info ou rumeur de ce busomètre, plus qu'une rumeur, c'est une info. Une question bien précise qui va enchaîner sur un chapitre. Regardez celle d'Anto360.fr. Qui était Tim Cook avant de prendre la tête d'Apple? Son parcours au sein d'Apple et avant. Retour donc sur le parcours de Tim Cook après cette courte pause. Moi, qu'on puisse dire, messieurs, c'est que Tim Cook a vraiment un parcours atypique. On l'a chargé quand même pas mal. Je ne voudrais pas que cette émission soit uniquement à charge. Je trouve ça assez rafraîchissant de voir que quelqu'un qui dirige l'une des plus grosses multinationales au monde ne sorte pas forcément d'une grande école, ne sorte pas forcément d'Harvard, ou soit pas le fils d'eux. Et c'est vraiment le cas de Tim Cook qui s'est fait tout seul, ce garçon. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a dit dans l'émission il y a un an et demi. Il faut le répéter aujourd'hui, parce que tout le monde n'a pas vu l'émission il y a un an et demi. Il faut aller la voir, parce qu'elle est d'actualité, elle reste d'actualité, je pense, et ça vaut le coup. Mais... oui, il a fait une petite. Ses parents étaient. Classe moyenne. Oui, la classe moyenne. De mémoire, je ne sais plus. Chantier naval. Hein, son père était chantier naval, sa mère était bossée dans une pharmacie. Donc effectivement, classe moyenne. Il n'a pas fait une grande université, même s'il a fait un MBA après, tu vois. Donc c'était un travailleur à charge. Oui. Alors déjà, on a très peu d'infos. Je vous le disais tout à l'heure sur le parcours ces années-là. Quel type d'études il a fait? Il n'y a rien. On sait juste qu'il a fait effectivement des études scientifiques. Il a fait un Bachelor of Science, donc c'est un diplôme scientifique. Donc c'est plutôt un scientifique. C'est pas vraiment un ingénieur, mais il a plus un profil d'ingénieur parce qu'il n'a pas le terme d'ingénieur à l'université d'Auburn. Et puis après, il a commencé à bosser. Il a fait des petits boulots, vendeur de journaux. C'est amusant, moi qui suis journaliste. Et puis, il a été embauché par IBM, qui est quand même l'ennemi juré d'Apple dans ces années-là, pour vendre du PC. Et puis,
il a pris les cours du soir, du moins c'est ce que dit son profil et ce que raconte le storytelling aujourd'hui. Pour justement s'enrichir au niveau business et faire un MBA autour de la maîtrise en administration des affaires à l'université de Duke. Et c'est là d'ailleurs qu'il va croiser Jeff Williams, qui va devenir son numéro 2 d'Apple et qui va le suivre chez IBM, puis chez Compaq, etc. Donc on voit bien, messieurs, que c'est pas quelqu'un c'est pas un Elon Musk, c'est pas un Steve Jobs qui s'est fait tout seul aussi, mais qui a vraiment mangé son pain noir pendant des années et qui a monté échelon par échelon les strates avant de toucher le jackpot. Respect. Voilà, c'est très bien. Et je pense que c'est... Didier. Oui, je pense que quand on lira la bio de Tim Cook, on sera tous waouh. Non, elle sera pas très grosse, c'est ça, en termes d'épaisseur. Non, mais c'est pas un mec qui fait rêver, mais effectivement, il a quand même un parcours super par rapport à bien sûr, c'est très bien. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais je pense que c'est à l'image de l'homme qu'il est aujourd'hui, quoi. Mais c'est comme quand en France on a Bérégovoy qui arrive Premier ministre, où d'habitude ce sont des élites, c'est des énarques et tout ça. Le mec était un ouvrier, c'est super bien. Moi je dis respect. Le mec il vient d'une ville au fin fond de l'Alabama. Tu vois, c'est pas un New-Yorkais, c'est pas un Californien. Et encore une fois, ne vous méprenez pas, je suis pas du tout à charge, tu me dis vous êtes à charge, je veux pas être à charge. Ce que je dis juste, c'est que ce mec ses 10 années sont 10 années de réussite. Maintenant, quand tu es assis sur un tas d'or et que tu as autant de chance, change un peu le monde et fais qu'Apple lâche-toi. Voilà, lâche-toi. Et il se lâche pas et c'est dommage. Quand tu le rencontres, il est bien plus sympathique qu'un Steve Jobs qui était quand même. Il aimait pas les journalistes. Mais tu vois, moi j'ai discuté avec des gens quand il est allé chez Ubisoft à Montpellier. Ouais. Les gens te disent. C'est un mec hyper sympa, alors que Steve Jobs n'était pas un mec hyper sympa. Absolument pas. Bah oui. Moi, je me suis retrouvé à l'Apple Store Paris avec Steve Jobs. Je peux dire que les gens à côté, ils étaient. Ils avaient peur. Ils faisaient peur. Les gens étaient terrorisés. Alors que là, il était très convivial, très humain, très truc. Ça n'a rien à voir. Encore une fois. Mais ça peut expliquer peut-être justement être gay en Alabama dans les années 70 ou 80. Très dur. Si vous avez regardé Forrest Gump. Dans une ville de 5000 personnes. 5000 habitants, c'est bon, bref. Et encore une fois, Didier ou Stéphane, on lui a quand même confié lorsqu'il a... Non, pour faire tourner un peu la parole. On lui a confié quand même... Steve Jobs lui a confié quand même toutes les tâches les plus ingrates qu'on peut confier à un responsable d'Apple. Alors qu'on voyait Jonathan Ive faire toutes les keynotes, il s'occupait du design. Quand on voyait Phil Schiller lancer les Macs, etc., lui, il faisait aucune keynote et il était au charbon, Laurent. Stéphane. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que quand on repense à tout ce qu'il a pu faire, il était le parfait soldat. Il faisait tout et je pense que c'est ce que Steve Jobs aimait de toute façon. C'est quelqu'un qui... ça répondait à son exigence. Ouais, donc il a rationalisé la production, sûr, il a été voir tous les distributeurs pour pouvoir c'est un homme de l'ombre. Pousser le Mac parce qu'il voulait vendre que du PC. Il était vraiment dans l'ombre, il s'occupait donc de la logistique, donc c'est quand même pas le métier le plus passionnant du monde. Et quelque part, c'est certainement ce que tu le disais très justement tout à l'heure, Laurent, c'est ce qui plaisait à Steve Jobs. Oui. Ça laissait du temps à Steve de pas s'occuper de la gestion quotidienne de la boîte. Ah, mais pour moi ils étaient opposés. Et lui, il pouvait inventer les produits. Tout à fait. Il faut se rappeler, encore une fois, il faut prendre du recul. Maintenant, ça fait 10 ans, c'est violent ce qui s'est passé. On a perdu Steve Jobs et vécu 10 ans avec Tim Cook. Tu vois, c'est pas à un moment donné... Genre de deuil. Pour Olivier, c'est un deuil. Hein. Quand on discute avec Olivier, il te dit que c'est un deuil. Donc, je peux... Mais quand tu réfléchis, il y a une coupure, il y a une franche coupure. C'est pas comme quelqu'un dit, bon, je pars à la retraite. Non, mais quand tu... T'as encore une émission et tu peux parler d'Apple parce qu'il y a de la matière. Non, mais je suis d'accord, mais ce sera plus jamais comme avant, c'est évident. Ce que je voulais donc dire, c'était qu'il y a cette coupure. Il y a cette coupure, donc c'est pas comme quand quelqu'un part à la retraite, il est encore un peu là. Non, parce qu'on a toujours le sentiment, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Oui, c'est pas une émission sur Steve Jobs. Non, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette coupure. Maintenant, la question, je vous la pose, et rappelez-vous quand on a appris que c'était Tim Cook il y a 11 ans, parce qu'il avait commencé bien avant. Ça faisait longtemps qu'en sous-main, il faisait des choses. Monsieur Hick nous l'a confirmé. Mais si on prend du recul, rappelez-vous quand on a dit c'est Tim Cook. Tim Wood, qui c'est ça. Voilà. On s'est tous posé la question, presque c'est qui ?
Tu vois, je suis tout à fait d'accord. C'est juste ça, il faut se remémorer ça. Alors, pour se remettre en position, et Didier était aussi un bon observateur à l'époque, c'est vrai qu'on était tous vent debout contre Tim Cook. C'était pas lui notre chouchou au sein d'Apple. On aurait préféré un Tony Fadell, un Scott Forstall, un John Rubinstein ou un Johnny Ive, qui était quand même qui était vraiment l'incarnation. C'était vraiment le binôme avec Steve Jobs. Et puis on s'est rendu compte avec du recul, parce qu'on était un peu nous aussi pris par le storytelling d'Apple, que celui qui tenait la boîte, Didier, c'était Tim Cook. C'était lui le patron depuis des années. On en parlait avec Monsieur X avant de préparer cette émission. Ça faisait 10 ans avant la mort de Steve qu'il dirigeait déjà la boîte. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, ça a été le petit soldat, je pense, c'est la bonne expression de Steve Jobs. Et d'ailleurs, tu remarqueras que tous les noms que tu as cités, là, il y en a qui sont partis avant son arrivée, comme Fadell, Rubinstein, mais toutes les personnalités un petit peu qui commençaient à monter chez Apple, il les a quand même éjectés assez vite, finalement. Scott Forstall, on l'appelait le mini Steve Jobs, il paraît, chez Apple. C'est vrai. Et c'était un des premiers à partir. Il a sauté avec juste l'histoire de Apple Maps, qui était une prise de risque quand même claire, hein, mais ça n'a pas du tout plu, quoi. Effectivement, c'était un scandale, mais plutôt que de l'assumer, tu vois, il l'a fait sauter. Alors que ce mec-là est quand même à l'origine d'iOS. Enfin, on peut pas dire que non plus que c'est. Non, tu veux dire qu'il était un successeur potentiel. Exactement. Sur ce point-là. Mais regardez cette photo, je sais pas si on l'a en régime, on le diffusera si jamais au montage, où on voit, je dirais, toute l'équipe de créative autour de tous les concepteurs de produits réunis autour de Steve Jobs. On voit effectivement Jonathan Ive, on voit Tony Fadell, on voit John Rubinstein, on voit Scott Forstall de mémoire et Phil Schiller. Ils sont tous partis quasiment. C'est assez étonnant. Mais ouais. De toute façon, il formait un duo avec Steve Jobs pour que Steve Jobs puisse se concentrer à 100% sur ce qu'il aimait vraiment, la conception de produits. C'est tout, et je trouve parce que le temps lui était compté, il était malade, il n'avait pas du temps à accorder, et puis ça faisait, qui aurait pu faire ça en interne, la gestion de l'entreprise. Bien sûr, mais qui aurait pu faire ça? Mais qui aime gérer? On aime tous s'occuper du contenu et des choses sympas. Hein, ce que je veux dire, c'est que effectivement, on voyait toute cette tête d'affiche lors des keynotes. Lorsque Tim Cook a repris le flambeau de Steve Jobs lors de l'iPhone 4S. Oui, non, même avant, tu sais, lorsqu'il en keynote. Oui, mais pas tout de suite, justement. Lorsqu'il a repris le flambeau de Steve Jobs, lorsque Steve Jobs a commencé à être malade dès 2004, il a été 2 mois déjà CEO par intérim. En 2005, il a été nommé directeur général, donc c'était déjà un bon bâton de maréchal, c'était le numéro 2 déjà d'Apple. En janvier 2009, il reprend l'intérim. En janvier 2010, il reprend l'intérim après le retour de Steve Jobs, jusqu'à sa nomination le 24 août. Et si finalement, avec le recul, tu aperçois que c'est une logique tout à fait... c'est limpide comme de l'eau claire. Avec le recul, sur le moment où nous on était obsédés par cette équipe de création. Pourquoi? Parce que Tim Cook se mettait jamais en avant. Il faisait jamais de keynote, jamais de lancement, jamais de vidéo. On l'a vu peut-être 2-3 fois sur des vidéos de lancement dans des périodes de crise. Souvenez-vous de l'antenne Agathe, il était là. Mais sinon, le reste du temps, il se mettait toujours en arrière. Et je pense que ça plaisait à Steve Jobs. Il ne se prenait pas pour Steve Jobs. Je me souviens de ce que m'avait dit une fois un responsable d'Apple, et tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais de mini-Steve tout à l'heure, Didier, mais il n'y avait que des mini-Steve au sein d'Apple à la fin de Steve Jobs. Steve Jobs a dit il faut faire comme ça. Et la première chose qu'a dit Steve Jobs à Tim avant de décéder, il lui a dit ne gère pas Apple comme je l'aurais fait. Ne gère pas Apple comme si tu étais moi. Fais ce que tu as à faire. Voilà. Mais c'est assez intéressant. Et moi, j'ai l'impression que quelque part, véritablement, très très tôt, Steve Jobs a fait de Tim Cook son dauphin. Je peux me tromper, mais c'est vrai que sur le moment, pour moi, c'était une vraie surprise, voire carrément une déception. J'aurais préféré 1000 fois un Johnny Ive parce que c'était un créatif et qu'il aurait imaginé des produits dingues. Il aurait lancé la bagnole, il aurait lancé la télé qu'on rêvait d'avoir avec une pomme dessus. Mais c'est vrai que c'était un duo magique, finalement. Pour moi, le duo magique, c'était Johnny Ive et Steve Jobs. Mais le vrai duo magique d'Apple, à l'époque, n'en avait pas conscience. C'était Tim Cook, d'un côté, qui gérait la boîte, et de l'autre, Steve Jobs qui créait les produits. Et peut-être il en a pris conscience, parce que s'il n'y a pas eu ce premier quand il a quitté Apple, c'est peut-être qu'il n'avait pas de Tim Cook avec lui pour pouvoir... peut-être c'était ça aussi, peut-être. Accessoirement, aujourd'hui, Laurent, il a été très, très bien récompensé des 10 dernières années de travail. Ah, au niveau riche. Ah oui, c'est sûr qu'il est riche. Hein. Là, je crois qu'il a... C'est quoi le dernier chiffre qu'on a annoncé? 750 ? Il a revendu pour 750 millions de dollars d'actions. Ouais, alors après là, je suis assez...
j'ai toujours entendu dire, hein, après, ce qu'il le fera-t-il ou pas, mais il n'a pas d'héritier direct. C'est un très gros donateur. Alors ça fait partie de la partie qui est agréable, hein, du personnage. Oui, ce n'était pas le cas de Steve Jobs. Du moins, Steve Jobs n'en faisait pas l'écho. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Non, mais même on sait qu'il n'était pas, tu vois, contrairement à Bill Gates. Non, mais il se garait sur les places, tu vois, Steve Jobs, il se garait sur les places handicapées. Il a beaucoup donné pour le cancer, il continue. Il y a une fondation. Oui, tout à fait. Mais qui s'appelle d'ailleurs Powell Jobs, hein, de mémoire, hein, donc du nom de sa femme et de son nom à lui. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il a dit qu'il voulait donner. Donc finalement, oui, il est bien. Mais il a une vie d'asset. Hein. Tu lis, moi j'ai lu sa biographie l'an dernier pour la seule biographie qui est. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, le mec il se lève tôt, il va faire du sport tous les matins. À 5 heures, il va faire son jogging pendant 1h30. Il arrive à 6h30. Il arrive avant tout le monde. Il arrive avant tout le monde au bureau. Il traite je sais plus combien de milliers d'emails. Enfin, c'est un robot quoi. C'est bien. C'est une vie d'asset quoi. Ouais, une vie d'asset. Tu vois, du coup finalement ces millions. Il s'en fout. Ouais, il s'en fout. Donc finalement, qu'on le rétribue, c'est très bien parce que, encore une fois, l'entreprise a fait une croissance. Oui, mais elle a fait une croissance exceptionnelle sous son air. On ne peut pas lui enlever, quoi. Ouais, c'est plus qu'un joueur de foot, hein, mais c'est moins qu'on puisse dire. Réaction d'officier ludique sur Twitter. Regardez, ça manque de folie, mais il a fait le job. Disons qu'il capitalise bien et beaucoup sur l'héritage de Steve Jobs, effectivement. Jobs, sans jeu de mots. Mais j'ai peur qu'il n'arrive pas à saisir le prochain virage technologique, ce qui ne tuera clairement pas Apple de suite, au vu des réserves monstrueuses de cash. Et on en a longuement parlé avant de préparer cette émission, Stéphane. Bah non, c'est sûr qu'ils pourront être tranquilles pendant des années et des années. Et je pense même que le risque attendu, ta voiture, ta fusée, je sais pas, ton bateau, ton hors-bord, enfin bon, tout ce qui pourrait apporter un petit peu de folie et que tu attends. 193 milliards de cash sur le compte en banque d'Apple. Mais quand tu as ça, tu peux risquer, tu peux même te planter au moins pendant 2-3 années sur l'iPhone. Effectivement, tu as raison. Tu peux te planter. Tu peux te lâcher, Tim, tu peux y aller, 193 milliards. Il peut rien t'arriver. Ouais. Allez, quels sont les enjeux sur la prochaine feuille de route de Tim Cook? C'est ce qu'on va voir en conclusion quasiment de cette émission. Alors les amis, quels seraient selon vous les enjeux, vraiment les chantiers prioritaires que devrait traiter avant son départ, parce qu'il va être éternel au sein de la retraite va sonner aussi pour lui. Quels seraient selon vous les chantiers prioritaires à traiter? On sait qu'il a un dada, c'est les données personnelles, la vie privée. On a vu qu'il y a eu pas mal de polémiques sur la vie privée et sur les images de pédopornographie pour les notamment. Enfants, ouais. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que c'est du marketing, la vie privée et Apple, ou il y a vraiment un sillon à creuser? Je fais des chroniques sur une radio en semaine. Et on me parle beaucoup de ceci, en particulier dans la dernière. D'ailleurs, ce sera un de mes coups de cœur, j'en parlerai. Mais les gens en ont pris conscience maintenant. Parce qu'en fait, grâce à iOS 14.5, lors de la première lancement d'une application, il y a écrit « Est-ce que vous voulez être traqué ?» etc. Et les gens, ils ont appris à dire non. Et ils ont compris que potentiellement, ça pouvait éventuellement être... qu'ils soient les Robins des Bois, j'ai déjà employé cette expression parmi les grosses entreprises, que ce soit les entreprises chinoises ou américaines, et qui soient les plus avancées ou celles qui ont en tout cas le plus de volonté. Et moi, j'ai tendance à les croire. Personnellement, j'ai tendance à les croire. Je trouve ça très bien, parce que quand même, c'est un outil qu'on utilise 150 à 200 fois par jour. Si au moins ils peuvent nous bloquer de certaines choses, ça sera très bien. Et je trouve ça plutôt une bonne chose. Et qu'il s'en fasse le porte-voix. Bon, ça va peut-être pas le faire élire président de la République, la présidente des États-Unis. Je pense pas qu'il le souhaite, mais en tout cas, ça lui donnera beaucoup plus de pouvoir, me semble-t-il. Laurent, tu parlais justement d'une obligation, je dirais, morale et à juste titre d'associer, je dirais, les valeurs qu'on proclame, du moins qu'on porte comme un porte-étendard, et qu'elles soient réelles dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu crois encore une fois que cette position très marketing d'Apple, en disant ce qui reste dans votre iPhone, ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone, est juste au sein d'Apple aujourd'hui? Je n'ai pas l'impression qu'au sein d'Apple, ils soient tous d'accord avec cette formule-là. Alors, je pense deux choses. Je pense que, effectivement, Apple est beaucoup plus protecteur, beaucoup moins permissif. Parce que le système fermé. Alors, le fait que le système soit fermé, puis le fait qu'ils prennent des positions un peu dures, tu vois, Facebook a quand même acheté des pages entières de publicité dans les magazines pour essayer de faire croire que Apple était le méchant, alors qu'en fait Facebook fait son dos sur le fait qu'il traque le monde. Donc, ça veut dire quand même qu'ils font bouger des lignes, et ça, on doit le reconnaître. Après, moi, je pense qu'Apple aurait les moyens technologiques et financiers d'être
totalement irréprochable. Et là, on se rend compte que quand tu grattes un peu, c'est beaucoup mieux que tous les autres, mais c'est pas parfait. Et le discours, c'est on est parfait. Et c'est juste là. Alors attention, on est sur le. C'est là où je suis d'accord avec Stéphane. Par exemple, l'histoire de la pédopornographie, nanana. Ben, ça veut dire que ça ouvre une faille dans les photos, parce que normalement, tu n'avais pas de faille, on ne pouvait pas accéder. Ça ouvre une faille. Donc c'est très complexe. Si tu te rends compte, c'est entre les lignes toujours. Tu vois. Bon, après, peut-être que... Didier, ton avis, c'est vrai qu'Apple a fait avancer cette thématique du traitement des données personnelles, c'est qu'on n'en avait pas conscience. On disait souvent, si le service est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Quel est ton sentiment en conclusion ? Oui, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit. Il fait avancer les lignes, les prises de conscience, donc ça c'est plutôt pas mal. Il protège quand même beaucoup son écosystème, c'est-à-dire que c'est toujours plus facile quand tu es Apple de faire ça, parce que tu fais quand même ton beurre en vendant des produits assez fermés, de te dire t'as pas accès à d'autres produits, puisque c'est ça la problématique aujourd'hui. Quand moi je suis dans un autre milieu, tu vois, de la presse, de la publicité en ligne, tous ces gens-là n'aiment pas beaucoup Apple, parce que les gens qui utilisent Safari sont de moins en moins intéressants financièrement. Et il est en train de tuer quand même une bonne partie de cette industrie-là, l'air de rien, sous des convictions, tu vois, derrière. Mais quelque part, c'est toujours plus propre d'avoir du Minitel que d'avoir de l'Internet. Je ne sais pas si tu te rappelles la bonne époque où on payait ce qu'on consommait, mais on avait accès à moins de choses. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se crée. Je trouve le produit d'Apple est peut-être plus joli, mais il est réservé à une certaine élite aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Au-delà, il y a aussi un double langage, un double discours, parce que d'un côté, effectivement, on tape sur Google et on casse le business model des médias, de la publicité en ligne. Et tu en as une illustration avec Mac Forever, si on t'enlève la possibilité de donner les profils de plus que tes abonnés, c'est quand même historiquement le business model de la presse, d'avoir le profil de ses abonnés. Mais passons. Bien que c'est vrai que sur le fond, moralement, on peut se poser la question. Et de l'autre, il est bien content de toucher un chèque de plusieurs milliards de dollars de Google pour que le moteur de recherche soit par défaut dans Safari. 15 milliards. Ouais. Ce qui est colossal quand même. C'est quand même une sacrée hypocrisie quand même. Donc s'il voulait vraiment démonter Google, il dit Google, je l'exclus du Safari. Et il mettrait quoi à la place ? Il lancerait son moteur de recherche. Et puis voilà, mais ce serait un risque formidable. Tu disais tout à l'heure. C'est pas un risque, c'est pas un risque. On est d'accord aussi. C'est inutile. Mais non, c'est pas inutile. Mais si, c'est inutile. Il y a un modèle aujourd'hui. Quand t'es moins bon, ça sert à rien de te battre. Tu as aujourd'hui là une vraie position dominante d'un moteur de recherche qui est 99,9% de la population aujourd'hui utilise Google. C'est un problème. C'est un vrai problème. 99,9% de la population n'utilise pas un iPhone aujourd'hui. Ceux qui ont essayé, dont votre ami en commun. Non. Il a essayé. Ouais. C'est un peu. Il y a des batailles qui sont possibles, d'autres qui le sont moins. Celle-ci, elle est Google impossible. à la française, mais de quoi, bien sûr. Parmi les enjeux à l'avenir, on l'a dit en préambule de cette émission, ou au début de cette émission, que quelque part, il a instauré ce modèle de la délocalisation qui est si décrié aujourd'hui depuis des années, notamment en Europe, où on s'inquiète de cette hypermondialisation, aussi de la disparition d'un tissu industriel. On l'a vécu durement durant la pandémie et durant la Covid-19. Est-ce que vous ne croyez pas aujourd'hui que justement, il y a à changer ce centre de gravité, il ne pourra pas à vitam aeternam. On voit qu'ils essaient de déplacer les pions, tu l'as dit, au Vietnam, au Brésil, etc., parce qu'il y a des contraintes locales qui les obligent à, notamment au Brésil ou en Argentine, si tu veux vendre, il faut produire localement. Mais passons. Est-ce que, encore une fois, il faut lier le discours aux actes en disant on est entreprise citoyenne, il faut réindustrialiser les États-Unis. On sait qu'il avait recréé une usine aux États-Unis pour le Mac Pro. Bon, en fait, c'était de l'assemblage. En clair, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui et est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est ça la feuille de route de Tim Cook ? Non, je ne sais pas. Je crois pas, moi. Après, il ne faut pas non plus plonger dans l'excès inverse, parce que si tu veux, les États, ils sont capables de te pondre des lois un peu connes aussi. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, il faut mettre les choses dans leur contexte. Donc, il ne faut pas non plus que tu dises une entreprise, elle doit se plier. Une entreprise, elle doit faire un certain équilibre. Je sais pas. Moi, je pense que c'est compliqué aujourd'hui la situation de Tim Cook. Je pense qu'il peut pas changer. Il ne va pas changer maintenant alors que c'est la dernière ligne droite. Ouais. Tu vois, il n'a pas changé aujourd'hui. Il aurait pu se servir de la crise du Covid pour peut-être faire quelque chose. Il l'a pas fait. Il gère très mal la sortie du Covid. Je suis pas certain que il soit pas déjà sur le siège éjectable. C'est-à-dire que je te dis que si ça tourne super mal avec les employés. Ah oui.
il peut y avoir à un moment donné un effet d'accélération. Là, je suis tout à fait d'accord sur un truc. Les Américains, les boîtes américaines, elles sont très sensibles à ce sujet. À ce sujet-là. C'est très, très réglementé. Ma sœur, elle a travaillé que pour des boîtes américaines. Que pour des boîtes américaines. La moins américaine qui était, c'est Condé Nast, parce qu'il y avait Vogue, parce que le prêt-à-porter était là. Belle boîte, bien sûr, mais elle a fait le digital pour Condé Nast. Regarde, pour nous qui voilà, là, donc elle a Disney, Yahoo, Condé Nast et après LinkedIn. Et à chaque fois, donc pour LinkedIn et pour Yahoo, c'était des ouvertures de bureaux en France. On l'embrasse d'ailleurs. Ah oui, on pense à elle. Elle sort un livre d'ailleurs. On en parlera. Voilà, on en parlera, mais pas tout de suite. Non, en fait, voilà. Et donc, c'est vrai que dès qu'il y avait quelque chose qui était en rapport, c'est pas le bien-être, mais on peut l'appeler, on peut le résumer là-dessus. Là, ils étaient ah oui, vous avez raison, ah ouais, vous avez raison, etc. Et c'est vrai, il y avait une quasi-obsession, et ça date pas d'hier, ça date d'il y a longtemps. Mais culturellement, c'est quelque chose. Il faut avoir vécu aux États-Unis ou bosser pour des boîtes américaines. Ça, t'as raison. Je prends l'exemple d'une marque que j'adore, qui s'appelle Lululemon, qui est une marque de sport. Alors au début, c'était plutôt des sports de yoga. Il faut quand même imaginer que le patron de Lululemon s'est fait virer parce qu'ils avaient sorti un pantalon qui était un peu transparent. Et que de la tête de la boîte, alors que le mec avait eu un résultat. Donc aux États-Unis, quand tu es CEO d'une boîte, l'élément déclencheur, ça peut être les employés ou les clients. Et à un moment donné, tu fais quelque chose. Et moi, ce que je vous dis, ça fait des semaines que je suis ce qui se passe aux États-Unis avec les employés. En clair. La machine. Et surtout, Apple qui fait rarement des marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. C'est un terrible cafouillage. Comme d'habitude. C'est un terrible cafouillage. C'était 2 jours par semaine. Les jours par semaine ont été imposés. Ça sera le mardi et le jeudi. Ou je sais plus, c'était 3 jours par semaine. Tu vois, c'était. Et puis ils ont dit ça sera en place à telle date. Puis ils ont dit non, ça sera pas septembre. Puis ça sera septembre. Tu te rends compte Didier l'a dit. Il y a des Slack officieux qui se lancent à l'extérieur de l'entreprise, ce qui est totalement dans toutes les entreprises. Oui, mais c'était chez Apple. Je suis sûr même qu'au sein de la team On refait le Mac, il y a un Slack officieux qui parle derrière mon dos que je suis un journaliste tyrannique. Mais ouais, il me faut on le dit en public. Mais bon, c'est le propre de tout, surtout à l'échelle d'une boîte qui a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de salariés. Mais je sais pas si tu imagines, il y a des employés qui ont accepté de signer une lettre ouverte, une pétition. Ça, c'est très courageux, je suis d'accord avec toi. Chez Apple, c'était... C'est pas un syndicat aussi, pendant qu'on y est du jamais vu. États-Unis, ouais. On est aux États-Unis. Ce qui est intéressant, et moi, ce que tu disais sur le risque potentiel, social, etc., comme quoi il serait sur un siège éjectable, moi, je me souviens d'une phrase qu'avait lâchée Steve Jobs, j'en reviens toujours à Steve Jobs, je suis désolé, et qui m'avait profondément choqué. C'est lors d'un... Tu sais, j'ai oublié le thème des rencontres. Avec les analystes. Les rencontres avec... les analystes financiers. Non, c'était l'ancien chroniqueur de Wall Street Journal qui faisait ça. Marc All Things Digital. Most Wahlberg. Mossberg. Et lorsqu'il faisait ses conférences. Dans le fauteuil rouge, là. Ouais. All Things Digital, à San Francisco. Non, c'est une fois par an. C'était au mois de juin, une fois par an. Il avait réuni plusieurs fois Steve Jobs. Et même, il avait réuni Steve Jobs et Bill Gates. Regardez, la vidéo est sur YouTube. Elle est assez passionnante, ces vidéos-là. C'est un casting de rêve. Et à un moment donné, très habilement, parce qu'il y avait déjà en 2005, je ne sais plus, Didier, c'était en 2005-2006, c'était au lancement de l'iPhone, 2007, pas mal de critiques envers Apple sur les délocalisations, en disant, mais... on commençait à s'intéresser à Shenzhen. On ne connaissait pas Shenzhen à l'époque. C'est cette cité usine qui produit à 80% de ces usines pour Apple. Et il y a commencé à avoir des reportages à l'époque sur le fait qu'il y avait des barreaux aux fenêtres pour éviter que les gens ne se suicident. Enfin, vous voyez, il y a quand même, socialement parlant, on peut en parler de ces choses qui se passent en Chine. Qu'est-ce qu'avait répondu Steve Jobs à l'époque ? Écoutez, moi, j'ai été voir ces usines. Je trouve ça plutôt sympa. Il y a des cours de tennis, il y a des cinémas, il y a des piscines. Voilà. Et on entendait les mouches voler. C'est-à-dire que si ça avait été quelqu'un d'autre que Steve Jobs, tu as raison, le lendemain, il était viré par son conseil d'administration. Tu ne pouvais pas dire ça. Mais Nike, il avait été blacklisté à l'époque parce qu'ils produisaient leurs chaussures en Asie et ils faisaient une marge colossale derrière.
c'est passé comme une lettre à la porte parce qu'on pardonnait tout à Steve Jobs. Voilà, on va voir si Tim Cook aura cette capacité-là. Pour continuer sur les enjeux autour d'Apple, on parle beaucoup aujourd'hui, on parle des GAFAM. Les GAFAM sont dans l'œil du cyclone autour de l'abus de position dominante. C'est ce que vous pensez sur le long terme? C'est un risque pour Apple. On parle souvent qu'on risque on a parlé pendant des années dans les cités de démanteler Microsoft, aujourd'hui de Google. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, de démantèlement, pas démantèlement, mais d'abus de position dominante Ils ont réussi pour autour d'Apple? Est-ce qu'ils ont réussi pour Microsoft? Non. Pourquoi? Parce que Microsoft s'est diversifié de façon tellement importante que finalement, on n'en a rien à faire. Ce qui était bon pour Microsoft était bon pour l'Amérique. Est-ce qu'on a démantelé Google? Pas encore. Pas encore, mais depuis le temps, pourquoi ça n'a pas été fait? On voit bien qu'Alphabet a été construit au cas où. Au cas où, bien évidemment, mais pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que ça... en gros, quel est le dernier démantèlement connu? AT&T. Voilà, c'est tout. J'ai tout dit, voilà. Donc là, il y a eu le démantèlement, et là, il y a eu tout un tas d'opérateurs, et finalement, c'était salutaire. Est-ce qu'on sait est-ce que si on démantèle Apple, est-ce que ça va être salutaire? Non. Il ne s'agit pas de démanteler, mais vraiment de casser l'App Store. En clair, il ne pourra pas rester à vitam aeternam comme ça. Non, bien évidemment. Mais est-ce que tu crois qu'un jour, on va mettre des iOS sur le Samsung? Non. C'est pas l'objet. J'adore. Il n'y a pas d'abus de position dominante sur iOS. Il y a abus de position dominante sur l'App Store. Il y a abus de position dominante sur Apple Music. Ouais. Il y a abus de position dominante sur... Non, mais Apple Music et Spotify, là, par contre, ils pourront peut-être l'avoir avec l'Apple One. Et ils ont été condamnés sur leur modèle de distribution qui fait qu'ils ont tué les revendeurs historiques en imposant la distribution dans les App Store. Je pense que ça n'arrivera pas, mais bon, moi, je suis peut-être naïf. Ou alors, il faudra que l'Europe est vraiment... justement. Soit vraiment dure, etc. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils ont appliqué la RGPD à fond? Est-ce qu'il y en a qui... Oui, un peu, oui. Laurent Didier, pour conclure, sur ce sujet-là. Moi, je suis assez d'accord avec Stéphane. Je pense que ça n'arrivera pas... Ça n'arrivera pas parce que ça rapporte trop d'argent à beaucoup trop de monde aux États-Unis. Ouais. Mais c'est vrai que ça devient quand même... Enfin, le poids qu'a eu Microsoft à l'époque quand on parlait de démantèlement, c'est vrai qu'il est assez comparable avec le poids aujourd'hui que représentent ces deux App Store pour les développeurs, pour toute une économie en fait du quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe ton activité, tu es quand même obligé quasiment d'être sur l'App Store. C'est un truc de fou. Et à te plier à ces règles d'Apple. Donc en fait, c'est notre modèle de société ici qui va être défini un petit peu avec tout ça. Et il va falloir qu'on fasse des choix, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens de ces choix? Est-ce qu'on a des alternatives ici? C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce qu'on va se faire encore bouffer par les Américains? Eh bien, réponse dans les 10 prochaines années. Alors, en bilan de cette émission, on a le sentiment qu'on est un petit peu sur notre fin sur la capacité d'Apple et de Tim Cook en particulier à révolutionner la tech. Il y a apparemment une breaking news depuis quelques jours qu'elle est sortie, selon l'analyste Mark Gurman, qui annoncerait que, il a bien compris que maintenant il pouvait se lâcher, et qu'avant de partir, parce qu'il a quand même... L'âge il a, la mi-team, 61 ans le 61 ans. C'est jeune. Il voudrait lancer un produit... à lui le terme exact, une nouvelle catégorie de produits avant de raccrocher. Je sais pas, Tim Cook, peut-être un truc pour la cuisine, je sais pas. On parle beaucoup de casques de réalité virtuelle. Vous croyez à ce scénario-là? C'est ça voilà, avant de partir, je vais lancer vraiment un produit. Parce que là, ça changerait tout. Effectivement, l'iPhone serait presque jeté au rebut parce qu'on n'aurait plus besoin d'écran déporté, on aurait tout sur les lunettes. C'est ça la science-fiction, le schéma qu'on nous fait pour demain. On va voir. Didier. Un Thermomix, moi je trouve ça. Un Thermomix. Écoute, en fait, ce qui fait rêver les gens maintenant quand tu leur demandes, effectivement, c'est plus Tesla que l'Oculus de Facebook, quoi. Donc, non, mais t'as raison. Non, mais on est quand même dans un monde où, tu vois, c'est encore loin les lentilles de contact avec tous les trucs dedans et qui remplacent vraiment le téléphone. Pas tout le monde peut s'en payer une. Des lunettes de réalité augmentée qui fonctionnent un peu à la Google Glass. Mais ce que je veux dire, c'est que Tesla, ça aurait dû être inventé par Apple il y a 6 ans, 7 ans, en fait. C'est quelque chose qui aurait déjà dû être dans cette boîte. Exactement. Et même le casque de réalité virtuelle, c'est presque trop tard. Enfin, on est à un moment, c'est plus les enjeux. Je suis pas d'accord sur ce point-là. Le marché, il n'est pas mature encore. On peut reparler de la voiture 2 secondes? Ouais. Puisqu'on parle de Tim Cook, c'est sa feuille de route. Tesla s'est bradé à Apple. Hein. La seule raison pour laquelle aujourd'hui Tesla, c'est pas Apple, c'est que Tim Cook n'a pas Elon Musk a dit « Je suis OK, mais je veux le poste de PDG ». Non, et d'abord, il a sollicité un rendez-vous et il l'a pas obtenu. On ne saura jamais la réalité. Tim Cook n'a pas confirmé ni infirmé, il a plutôt infirmé. Et au-delà, il aurait demandé en contrepartie. Mais justement, habile transition, dernier chapitre de cette émission, quel successeur à Tim Cook?
Donc on l'a dit, il fêtera ses 61 ans le 1er novembre. Voilà, il faut commencer à penser à la succession. C'est la Toussaint, c'est la fête des morts le 1er novembre. Oui. Temps de partir. Quel serait le successeur possible de Tim Cook dans le futur? Il est en forme ce soir. C'était le deuxième sondage qu'on a publié cette semaine sur le compte Twitter d'On refait le Mac. On a mis en avant 4 figures emblématiques d'Apple, ou du moins dans ses keynotes aujourd'hui. C'est pas forcément dans les keynotes. On a oublié de mettre Olivier Frigara. Non, moi je suis pas dans le pool. Je suis trop vieux. D'abord, on vous a mis Craig Federighi. Vous êtes 72,2% des gens à publicité Craig Federighi comme successeur potentiel de Tim Cook, suivi du bras droit de Tim Cook, à savoir Jeff Williams. C'est le Tim Cook c'est le mini-team. Voilà, c'est lui qui gère la logistique et qui est le directeur général du groupe aujourd'hui, 20,4%. Vous avez ensuite Greg Joswiak, qui fait partie des historiques d'Apple et qui gère beaucoup de choses aujourd'hui à 5,7%. Et un petit nouveau qui s'appelle John Ternis et qui ne récolte qu'1,7%. Il n'est pas encore assez connu, lui. Pas assez encore connu, mais il est en devenir. Regardez la réaction de DevTech sur Twitter. DevTech FR. Actuellement, le backup de Tim en cas d'accident, c'est clairement Jeff Williams. Mais si la succession se fait en 2025, Jeff sera trop vieux, seulement 3 ans de moins. Alors que Greg aurait ses chances. C'est vrai que c'est son clone. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais en commentaire que nos auditeurs nous disent s'ils pensent que Elon Musk ferait un bon CEO. Je pense que le mec est assez barré pour faire il est trop barré. Ouais, mais Steve Jobs était barré. Il faut jamais il aurait touché son cours de bourse. Mais il faut un Elon Musk avec un Tim Cook. Il faut qu'Elon Musk trouve son Tim Cook. Il était barré, tellement barré qu'il s'est fait virer d'Apple. Mais après, il a appris de ça. Justement, et après, il a plus refait. Et c'est mieux avec Tim Cook. Alors, il faut un Elon Musk. Moi, je veux bien que nos auditeurs mettent en commentaire s'ils pensent que c'est une bonne option. Il pourrait recruter en externe. Elon Musk, tu l'as dit, pourquoi pas une femme. Mais on a vu que c'était un petit peu la tentative de il y a beaucoup de femmes dans les présentations, tu as vu? Oui, il y a Kate Adams notamment, ouais. Qui est la conseillère juridique. Mais voilà, elle fait partie également des conseillère juridique CEO d'Apple. Eh ben oui, je sais bien. Mais en termes de produits, on est bon là. Je te dis que je te sors le conseil, la direction d'Apple. Alors beaucoup, en tout cas, aux auditeurs, même si c'est pas comme ça qu'il faut les appeler. Plébiscite Craig Federighi. Qu'est-ce que vous pensez de Craig Federighi? Air Force One, hein, c'est vrai qu'il est brillant, il est à l'aise devant la caméra, il est drôle, il est créatif. Est-ce que c'est un bon businessman? J'en sais rien. Mais est-ce que c'est votre favori pour demain? Ah oui, de tous ceux qu'on a cités, c'est le moins pire. Le moins pire? En interne, c'est le moins pire. Le moins en interne. Non, il est génial. Mais non, il est génial. Je préfère lui que Jeff Williams. Oui, c'est clair. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est... moi, j'ai pas d'avis. Didier, quel successeur? Allez, il faut se mouiller un petit peu. Mais oui, non, mais moi je comprends les gens. En fait, les gens ont envie d'un peu de fun. On n'a pas forcément besoin que le CEO soit vraiment celui qui dirige la boîte, mais celui qui donne l'inspiration, en fait. C'est ça qui manque aujourd'hui un peu à Apple. Des gens qui te font rêver. Et c'est vrai que tu imagines Elon Musk avec les moyens d'Apple. Je disais tout à l'heure, il irait sur Mars direct, quoi. Il n'attendrait pas. Donc il faut quelqu'un un petit peu comme ça, qui n'hésite pas à lancer des produits, même qui fasse un petit peu des flops, et ça relancerait un peu de créativité et de prise de risque, tu vois. Je pense que les gens ont envie de quelqu'un. Des nouvelles imprimantes magiques. Mais Jeff Williams pourrait faire un super numéro 2, un externe qui serait un petit peu barré. Moi, je verrais bien. Recréer le duo magique entre Steve et Tim, avec un Elon Musk et un gestionnaire à côté qui le calme en disant bon Coco, crée des produits, moi je m'occupe de la commercialisation, de la logistique et faire tourner la boutique et du cours de bourse. En gros, c'est ça. Mais ça, tu peux pas le dire sinon ça fait. Et le duo qui formait avec Wozniak, c'était quoi comme duo? C'était un duo d'inventeurs au départ, mais après derrière, Wozniak n'a jamais géré la boîte. Il a jamais prétendu à vouloir gérer la boîte. Mais c'est vrai que Wozniak aurait pu prétendre. Il était cofondateur d'Apple. Il y en a eu un autre qui, lui, a tout perdu, parce qu'il a vendu ses parts très rapidement. 800 €. 800 $. 800 $. T'imagines, il serait multimilliardaire aujourd'hui. Bref, mais bon, on va voir. On aura le fameux de l'histoire. J'espère qu'on sera toujours là pour le commenter ensemble. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir. On arrive au terme de cette émission. Dernier chapitre, on garde les bonnes habitudes de saison en saison. C'est les coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence tout de suite avec la personne qui est sur Skype, et c'est Didier. Eh ben oui, alors ce coup-ci, je vais pas te présenter une voiture, mais c'est quand même un véhicule électrique. Alors moi, je suis devenu un espèce de petit bobo des villes à me balader en trottinette. Je trouve ça génial, j'ai plus besoin de voiture et tout. En plus, je peux l'amener jusque dans le bureau, mais tu vois, la trottinette, si vous en avez fait à Paris, bon, maintenant qu'il y a les 30 km/h, ça va, mais c'est quand même un truc un peu dangereux. C'est-à-dire qu'on se sent vulnérable. Ouais. Et les premières trottinettes électriques, moi j'en ai eu, je leur ai mis des kilomètres.
et elles sont devenues un peu dangereuses. Donc je cherchais la trottinette idéale en fait pour faire ça de manière, on va dire, sécurisée. Et j'ai trouvé mon produit. Donc j'ai publié une petite vidéo, tu pourras mettre les images. Ça s'appelle la InMotion L9. Donc c'est une trottinette qui d'une marque qui existe depuis déjà un petit moment. Évidemment, c'est chinois, mais je dirais qu'elle a un peu toutes les qualités. C'est-à-dire qu'elle a des très grosses roues, elle a un super freinage, elle a un gros deck, tu sais, pour dessus tu peux vraiment, t'as vraiment la place. En fait, c'est un gros bébé, ça fait 25 kilos, donc c'est presque le poids d'un vélo. Mais quand je suis sur la route avec ça, avec mon petit casque, mon équipement, eh ben, je me sens enfin en sécurité, un truc qui freine, tu vois, où tu n'as pas peur de te balader. En plus, elle est relativement puissante. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce bon compromis. Donc voilà, si vous cherchez une trottinette, regardez ma petite vidéo et vous me direz ce que vous en pensez. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est très lourde. Donc tu vois, si tu dois l'amener, si tu dois monter l'escalier avec, c'est un petit peu compliqué. Mais ça reste mieux qu'un vélo, parce que c'est quand même un peu moins encombrant. Combien tu as dit le prix ? Comment tu as dit le prix ? Alors, c'est 799 €. Donc, tu vois, c'est quand même moins cher qu'un vélo électrique pour quasiment les mêmes fonctionnalités. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de la trottinette électrique. Les filles qui sont en jupe ou en talons, les mecs qui ont des costumes et tout. C'est le scooter un peu du vélo électrique, je trouve. Très bien. Stéphane, de ton côté, ton coup de cœur cette semaine ? Alors, mon coup de cœur cette semaine, c'est un logiciel de sauvegarde d'iPhone qui s'appelle Emazing, avec un i donc. Et il a comme vertu de un logiciel de sauvegarde comme pourrait être, qui peut prendre tous vos messages, etc. C'est plutôt intéressant. Mais en fait, c'est la version d'essai gratuite que je voudrais que vous utilisiez. Juste par curiosité, parce qu'il y a un outil dedans qui s'appelle EVT, qui a été développé par Amnesty International, et qui permet de vérifier si vous avez un logiciel espion sur votre téléphone. Et en fait, c'est né de Pegasus, en fait, de ce qui s'est passé cet été. Et c'est intéressant, juste voilà, bon, moi, il n'y en a pas déjà, mais c'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, voilà, pourquoi pas ? Parce qu'on a tous dit, ah tiens, pourquoi mon téléphone ne marche pas ? Pourquoi j'arrive pas à avoir, j'ai de l'écho, etc. Au moins, on en aura le cœur net. On sait que l'iPhone est plus protégé qu'un Android, ce qui n'est pas forcément le cas. Ben là, ça n'a pas été le cas avec ce qui s'est passé cet été, et on s'est aperçu que c'était juste avec un simple message WhatsApp qui était envoyé à quelqu'un. Il n'avait même pas d'action à mener, c'était installé, ce qui était quand même complètement hallucinant. Affolant, même. Bah, c'est même bien sûr, c'est affolant, parce que même le président de la République s'est fait hacker le sien, il a dû changer son téléphone et le numéro qui va avec. Donc voilà, donc Emazing, et c'est la version d'essai gratuite que je vous encourage. Et vous saurez si vous êtes pisté ou pas. Par votre mari, femme ou autre. Ou Apple, si vous travaillez chez Apple. Voilà. Laurent. Alors moi, c'est une application native. Ce sont les raccourcis dans iOS. Alors, ils y sont aussi sur macOS, mais bon, c'est la même chose. Pour deux raisons. La première, alors il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas. Les choses qui me plaisent, c'est qu'en fait, c'est quand même assez puissant. On peut faire pas mal de choses intéressantes. Donc, je vous explique. En fait, parmi les raccourcis, il y en a un qui est lié à la batterie et qui est hyper sympa. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand mon téléphone arrive à 90% de charge, il me dit juste « Laurent, ton téléphone est chargé à 90%. » Quand mon téléphone arrive à 100% de charge, il me dit « Laurent, ton téléphone est chargé. » Ce que je fais, c'est comme la batterie de la Tesla de Didier. Ce que je fais, c'est que quand il arrive à 90% et que je sors, je sais que je peux le prendre. Je ne vais pas aller jusqu'en haut de la batterie. Quand il est à 100, je ne le laisse pas brancher non-stop. Un cycle complet. Non, je ne vais pas jusqu'en haut. Et pareil, j'ai programmé aussi que le bascule en mode économie dès 30%, parce que de toute façon, aujourd'hui, avec le sans contact, on arrive à recharger. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait s'amuser à faire plein d'autres choses. Aller récupérer des infos, activer, désactiver le Bluetooth, passer un vrai mode avion. Aujourd'hui, quand on se met en mode avion, en fait, on se rend compte que le mode avion, il désactive pas le Bluetooth, il désactive pas le Wi-Fi. En fait, on peut lui dire, désactive tout. Et du coup, on se retrouve intégralement désactivé. On se retrouve aussi à passer d'une puce à l'autre, la bascule d'une puce à l'autre. Et c'est hyper puissant. Et tu peux les échanger, ces raccourcis? Alors oui, tu peux me l'envoyer en AirDrop. Oui, je peux t'envoyer. Et surtout, surtout, alors, je vais donner 2 conseils. Le premier, c'est si vous n'êtes pas développeur, mais que vous avez envie de tester, allez sur Internet, cherchez. Il y a des bibliothèques entières de raccourcis sympas à utiliser. Maintenant, si vous êtes développeur, le conseil que je vais vous donner, c'est compliqué à développer parce que en fait, ils ont tellement voulu rendre ça en no-code que des fois, c'est pas toujours logique la façon de le faire. Il faut un peu faire abstraction de ce qu'on pourrait faire avec des si, alors, de programmation. Mais on peut faire des choses assez puissantes. Et donc, hier soir, j'ai codé parce qu'en fait, ma femme me disait mais c'est pas possible, dans la nuit, de temps en temps, le téléphone, il me dit 90%. Du coup, j'ai dit si je suis au-delà de telle heure, donc en fait, j'ai mis 9h et là, il est 10h du soir. Et couche tôt.
Non, mais comme ça, je suis tranquille. Mais non, au-delà de 9h, j'ai plus le bruit. Il postule. Bon. Il postule, ouais. Donc, il faudrait que tu me passes ce raccourci parce que ça m'intéresse et c'est vrai qu'il faudrait même mettre en place des petits forums pour se partager ces choses-là. Peut-être, pourquoi pas, du grain à moudre pour une petite section sur le site de Mac Forever. De mon côté, tout simplement, deux coups de cœur. Ce soir, le premier, bien sûr, c'est pour l'équipe de Refait le Mac qui, bien qu'on finisse très tard, n'a pas démérité cette semaine encore parce qu'on est en transit, on attend que nos studios soient prêts. Donc pour le moment, on tourne provisoirement ici au Village by CA. Donc c'était un énorme travail de déballer l'ensemble du matériel qu'on avait déménagé de nos anciens studios et l'installer de manière éphémère ici pour quelques semaines. Vous allez voir, mais c'est un magnifique endroit. Et un grand merci également à Fabrique Marcella et à toute l'équipe du Village by CA qui nous accueille. On a été vraiment accueillis avec énormément de gentillesse. Même, je crois qu'ils sont un peu fans de l'émission, ce qui nous a fait très plaisir d'être reconnu ici, notamment dans ce bel endroit à Paris. C'est un endroit qu'on connaissait peu et qui nous a vraiment épatés. Regardez, on a souhaité en discuter avec Fabrice de manière un petit peu conviviale avant le début de cette émission. Il voulait être avec nous, il ne pouvait pas ce soir, donc on a fait un petit enregistrement. Top magnéto. Quel bel endroit, ce Village by CA. C'est vraiment au cœur de Paris, rue de la Boétie, un oasis, on peut le dire, pour les startups. C'est un peu ça, c'est un oasis pour les startups. En fait, le Village by CA, c'est quoi? C'est à la fois un lieu, et puis là, on est sur ce qu'on appelle la place du village, mais c'est aussi un programme d'accélération de l'innovation qui s'appuie sur un écosystème de startups pour accompagner les grands groupes vers le futur de leur industrie. C'est ça le pitch, en fait, du village. Le Village by CA à Paris, ça fait maintenant 7 ans qu'on est ouvert. Sur Paris, nous avons accompagné plus de 300 startups. Un grand nombre d'entre elles est d'ailleurs au Next 40. Déjà. Au Next 40, au FT 120. Et c'est un lieu qui, en permanence, mixte des startups dans tous les étages. Il y a 8 étages ici. On a une centaine de startups au quotidien. Et des dirigeants de grands groupes, des journalistes, des podcasteurs, des investisseurs. En tout cas, tout cet écosystème qui permet finalement à chacun à trouver une utilité à rencontrer l'autre. Et pour rencontrer, donc, il y a des événements réguliers qui sont organisés? Alors, c'est à la fois animé, bien sûr, par l'équipe du village, ça c'est notre job au quotidien, et en même temps, c'est un lieu, compte tenu de sa situation, compte tenu de son organisation, qui permet d'accueillir des événements, et on a 800 événements. Hors période de confinement, ce sont 800 événements dans l'année qui se déroulent ici. Donc, notre audience a l'occasion de venir découvrir ici cet endroit qui est vraiment magnifique, ici sur ce point-là. Si on veut avoir la chance de pouvoir faire partie de ce village, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est extrêmement simple. On va sur le site du Village Paris, donc c'est paris.levillagebyca.com. On y retrouve toutes les informations, tous les événements, notre newsletter pour être informé des nouvelles startups et de l'actu du village. Et en même temps, on peut postuler, déposer son dossier quand on est un entrepreneur, qu'on a une startup plutôt dans le monde du B2B, on est en fin de phase d'amorçage, début de scaling, on a une innovation et on souhaite être accompagné par le village pour pouvoir accélérer, grandir et se développer rapidement. Il suffit de postuler sur le site. Et si on fait partie de régions périphériques, donc si on n'est pas à Paris même, il y a aussi des relais en région, je crois. Ouais, merci de la relance. Il ne faut surtout pas que j'oublie les régions parce qu'on est 40 villages. On est 40 villages répartis sur toute la France. On est présent également dans 2 villes en Italie, à Milan et à Parme. On est présent au Luxembourg. Et on fonctionne en réseau. Dans le réseau des villages, ce sont plus de 1000 startups aujourd'hui qui sont accompagnées. Et quand je suis une startup intéressée par le village de Bordeaux, de Nantes ou de Sophia Antipolis, il me suffit de postuler dans ces villages. Et j'ai aussi la possibilité, grâce à ça, une fois que je suis sélectionné, d'aller dans n'importe quel autre village faire mes rendez-vous. Donc de venir à Paris lorsque je rencontre un investisseur parisien et le rencontrer sur la place du village. Bon, donc si on veut incuber, on refait le Mac en Italie, la version italienne d'On refait le Mac, on va se mettre à l'italien. On peut postuler pour Milan. On peut postuler pour Milan. J'ai déjà des boîtes françaises qu'on a accompagnées sur Paris, qui sont actuellement accompagnées à Milan, et inversement. Et il faut juste savoir parler italien, c'est tout. Bon, en tout cas, merci de nous accueillir, de nous permettre d'éclore nous aussi, en attendant que le studio soit prêt. On a un petit peu de retard et c'est un grand plaisir d'être là. Vraiment, c'est un endroit magnifique. Content de vous avoir ici. Ouais, on a été super bien accueillis. Je vous invite vraiment à venir découvrir ce lieu au cœur de Paris, assez étonnant. Voilà, encore 1000 merci à toutes les équipes du Village by CA. Bravo aux équipes de Refait le Mac. Merci, messieurs, d'avoir attendu et veillé très tard, encore une fois. Et on vous remerciera jamais assez d'être au rendez-vous chaque semaine avec nous. C'est un grand plaisir. Stéphane, Laurent, Didier, ça va? Tu as tenu le coup? En tout cas, tu es beau avec ta chemise, ta Tesla, ton bronzage. Ne change rien. Ma petite Tesla. Hein. Bon. Et oui, mais c'était un plaisir aussi de retrouver aussi tous nos auditeurs à la rentrée, qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux aussi sur nombreux. Mac Forever et sur la chaîne YouTube de Mac Forever. Allez voir ça, vous êtes
Voilà, beaucoup de succès, bravo. Alors, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. On va essayer de faire, si vous êtes d'accord, un petit florilège des annonces possibles de Tim Cook, justement, lors de la prochaine Apple Event qui aura lieu vraisemblablement dans 2 semaines, si tout va bien. On devrait découvrir les nouveaux iPhone 13 et on devrait découvrir l'Apple Watch 7 et peut-être d'autres choses. On pense notamment à MacBook Pro. On fera ensemble la semaine prochaine de l'inventaire des rumeurs et notamment le portrait robot du prochain iPhone. Soyez au rendez-vous. À la semaine prochaine. Au revoir.